Donc, je pense qu'on va tout simplement laisser la parole à Madame Chemillard pour sa première présentation pour une vingtaine de minutes. Donc, Mathilde, si tu es prêt, on y va. Tu Donc, je peux vais filer. voilà, essayer de vous donner des éléments et puis aussi mon expérience sur le devenir cognitif après un AVC de l'enfant. Je connais surtout On les AVC. on n'est pas pressé par le temps, Mathilde, hein. J'ai dit 20 minutes, mais la soirée est longue, donc Ouais, prends ton temps. Si c'est trop court, vas-y. ouais, d'accord, d'accord. Voilà, donc essayer de mentionner à peu près les troubles cognitifs, en tout cas les plus fréquents et ceux qu'on recherche quand on fait des bilans neuropsychologiques, et puis l'impact aussi qu'ils peuvent avoir sur la vie quotidienne et la vie quotidienne d'un enfant est constituée en grande partie quand même de la scolarité qui tient pas mal de place et ça va avoir des répercussions là-dessus et ça va nécessiter parfois des aménagements et c'est important de s'en préoccuper. Donc vraiment la particularité d'un enfant finalement par rapport à un adulte, c'est que, et c'est d'autant plus vrai qu'il est jeune, voire qu'il est à peine né, c'est qu'il a des faibles acquis, relativement faibles en tout cas au moment où survient la lésion. Et on sait aussi que les régions cérébrales qui sont immatures, très immatures ou en cours de maturation peuvent être plus vulnérables aux effets d'une lésion cérébrale. Et ça va avoir plusieurs conséquences. Donc, voilà, après un AVC, un enfant va pouvoir avoir des troubles qui se voient tout de suite, comme par exemple une hémiplégie, ou s'il a une atteinte des aires du langage et qu'il a déjà 5 ans, on va pouvoir voir qu'il a du mal à parler, qu'il a une aphasie. Mais si l'enfant n'avait pas encore atteint l'âge, par exemple, du développement du langage, au moment de la lésion, on pourra ne s'apercevoir d'éventuels troubles du langage que quand il va atteindre l'âge où le langage est censé se développer. Et ça vaut pour les différentes fonctions, comme par exemple l'attention, la concentration, l'apprentissage du langage écrit ou d'autres fonctions que je vais vous détailler après. C'est vraiment ça la grande particularité des lésions cérébrales quand elles surviennent chez l'enfant. Donc il y a les déficits qui se voient tout de suite. Ensuite, l'enfant va récupérer de la lésion cérébrale aiguë qui vient de survenir, continuer son développement et la poursuite du développement va être faite en fait d'une interaction entre le développement normal et les conséquences de la lésion cérébrale sur le développement ultérieur, avec des graphiques qu'on peut schématiser comme on veut, par exemple, où voilà, il y a le développement normal, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, une lésion qui arrive, un déficit, une récupération, et puis par exemple, parfois l'enfant récupère complètement et reprend la trajectoire qu'il aurait dû avoir, parfois il récupère pas tout à fait complètement et reprend une trajectoire parallèle à celle qu'il aurait eue, avec certains déficits qui peuvent le gêner plus ou moins, ou alors il peut reprendre une progression, mais peut-être avec une trajectoire un peu moins rapide que ce qui aurait été sans l'AVC, et à ce moment-là, l'écart entre les compétences de l'enfant et les enfants de son âge vont pouvoir s'accroître, ce qui va avoir comme conséquence peut-être des difficultés accrues dans certains domaines au fur et à mesure qu'il grandit et qu'on lui demande de plus en plus de choses. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va avoir comme troubles cognitifs et comment on les évalue et qu'est-ce qu'on en sait? Bon, déjà, il y a plus d'études dans la littérature sur les AVC ischémiques ou infarctus cérébraux. Souvent, c'est soit des AVC dans la période périnatale, soit des AVC acquis, mais parfois, il y a un mélange des deux. En tout cas, dans tous les cas, quand on veut évaluer le fonctionnement cognitif d'un enfant, en général, on va réaliser, c'est les neuropsychologues qui font ça, un bilan neuropsychologique standard où on va souvent évaluer déjà de base l'efficience intellectuelle, c'est-à-dire comment le fonctionnement intellectuel de cet enfant. Et puis ensuite, on va aussi évaluer d'autres fonctions dont on sait qu'elles peuvent être altérées et qui sont importantes pour le quotidien, que je vais vous détailler après. Mais en tout cas, les différentes échelles qui sont utilisées pour évaluer l'efficience intellectuelle sont souvent les échelles de Wechsler et donnent des indices en fait dans différents domaines, donc tout ce qui est plutôt verbal, compréhension, raisonnement utilisant le langage, tout ce qui va plutôt être analyse et raisonnement sur des données plutôt visuelles et spatiales, et ce qu'on appelle un indice de mémoire de travail qui permet d'évaluer comment en fait on arrive à manipuler des données simultanément, par exemple faire un calcul mental, calculer combien on va nous rendre de monnaie, comprendre un texte pendant qu'on est en train de le lire, des choses comme ça. Et puis un indice de vitesse de traitement qui mesure un peu la rapidité avec laquelle on peut traiter des informations. Voilà, donc ça, c'est souvent la base du bilan neuropsychologique qui permet de donner une image de où est l'enfant par rapport à, si c'est un garçon, par exemple, au garçon de son âge,
Donc en fait, par rapport à la moyenne des garçons de son âge. Donc ça donne une photo à un moment donné. Si par exemple, on est après un AVC qui est survenu il y a 4-5 mois, ben, ça donne une photo à ce moment-là. Si on l'avait fait 2 mois plus tôt, ça aurait été moins bien. 4 mois plus tard, ça aurait été mieux. C'est surtout que ça situe l'enfant à un moment donné et que plus tard, quand il aura 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus, on pourra refaire un bilan similaire et voir comment les domaines qui étaient plus fragiles récupèrent et comment en fait les différents domaines continuent à se développer au fur et à mesure que le temps passe. Et ensuite, on peut donc comparer l'enfant à lui-même, toujours par rapport aux enfants de son âge, selon les différents domaines de compétences et de fragilité. Voilà, donc la grande caractéristique quand même, je trouve la plus frappante quand on regarde les études et quand on voit les enfants dans le service, c'est une immense variabilité des compétences des enfants qu'on mesure comme ça après un AVC. Donc, dans les études qui sont publiées, bah, ça dépend par exemple des modalités de recrutement. Si c'est une étude qui s'intéresse à tous les enfants qui sont passés par un service de neuropédiatrie après un AVC, eh bien, il y a des enfants qui ont des AVC pas sévères du tout, d'autres qui ont des AVC plus sévères, et souvent la moyenne va être plutôt plus élevée. Tandis que quand c'est des études qui sont faites dans des services de rééducation, où par définition un enfant va être adressé lorsqu'il a besoin d'une rééducation pluridisciplinaire après son AVC, généralement les déficits sont plutôt plus sévères, par définition parce que les enfants ont des lésions plus sévères pour commencer, puisqu'ils ont eu besoin de venir en rééducation. Voilà, et donc, mais même comme ça, même dans les services de rééducation, il y a des enfants voilà, qui ont des déficits très sévères, des enfants qui fonctionnent dans la moyenne et des enfants qui fonctionnent même bien au-delà de la moyenne. Et cette très grande variabilité qui est presque toujours présente. Et c'est pour ça que chaque enfant doit être évalué individuellement et que c'est très dur de prédire pour un enfant donné ce qui va en être. Quand on regarde la moyenne de ces groupes comme ça d'enfants, quand on fait des moyennes, voilà, on peut trouver que l'efficience intellectuelle est souvent un petit peu en dessous de la moyenne des enfants du même âge, mais pas beaucoup. Voilà, avec en tout cas dans la moyenne largement, ou parfois la moyenne faible, et c'est vraiment très dépendant en fonction du groupe d'enfants évalués. Et ce qui est sûr, c'est que quand on a un enfant donné, il faut essayer de l'interpréter en fonction du niveau antérieur présumé, parce qu'évidemment, c'est rare d'avoir un enfant qui a déjà eu un bilan avant, mais ça arrive. Et quand ça arrive, bah, ça nous permet de voir, par exemple, que parfois un enfant fonctionne très bien, voire dans la moyenne haute, mais le bilan qu'il avait eu avant, parce qu'on suspectait, par exemple, une précocité intellectuelle ou quelque chose, montre qu'il fonctionnait encore mieux. Et cet enfant va pouvoir manifester des difficultés, des plaintes dans son quotidien et à l'école, liées au fait que son fonctionnement n'est plus le même qu'avant, même si nous, on trouve qu'il est très bon. Voilà, donc ça, l'efficience intellectuelle, c'est un peu le socle voilà, qui est toujours fait par les neuropsychologues dans un bilan. Et puis ensuite, d'autres fonctions qui sont très importantes pour le quotidien et pour la scolarité sont souvent aussi évaluées, parce que lorsqu'elles sont altérées, on peut avoir des difficultés. Et c'est par exemple le cas des troubles de l'attention. Donc c'est ce qui nous permet de porter attention à des événements, à des problèmes, à des stimuli, de focaliser l'attention sur ce qu'on veut, d'éviter d'être distrait sur des choses qu'on ne veut pas suivre. Et voilà, ce qui est souvent plus altéré chez les enfants après un AVC, c'est l'attention soutenue, donc la capacité de maintenir son attention sur une durée prolongée, et puis aussi l'attention divisée qui permet de faire deux choses en même temps, en fait, de porter attention à deux choses en même temps. Donc, quand c'est évalué, toujours pareil, dans des études de groupe, où on fait la moyenne de 30, 40, 50 enfants qui ont eu une évaluation, on trouve au niveau de l'attention souvent des scores dans la moyenne faible. Mais quand on regarde patient par patient, on peut trouver jusqu'à un tiers ou 2 tiers des patients qui ont des scores limites ou pathologiques. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est fait pendant un bilan neuropsychologique, c'est-à-dire dans un bureau calme, avec le neuropsychologue qui fait le test, qui dure quelques minutes en général, donc dans des conditions optimales de mobilisation de son attention. Et ça ne nous renseigne pas toujours parfaitement sur comment l'enfant va mobiliser son attention, par exemple dans une salle de classe un peu bruyante où il y a 25 élèves et où surtout il doit rester concentré pendant plusieurs heures sur sa journée. Voilà, donc l'attention, important à regarder et à compléter éventuellement par des questionnaires aux parents ou aux enseignants pour essayer de comprendre comment c'est dans un milieu plus réel. Voilà, parfois les enfants peuvent aussi avoir des difficultés de mémoire, que ce soit la mémoire visuelle ou la mémoire verbale. Donc ça peut être gênant dans la vie de tous les jours parce que on oublie des choses, on a du mal à apprendre ses leçons. Voilà, ça peut représenter un effort important. On peut être obligé de les revoir plusieurs fois, d'avoir des supports visuels pour aider, d'avoir des moyens mnémotechniques, d'avoir des indices. Voilà, ça peut représenter un effort
important et des difficultés chez des enfants qui sont déjà parfois un peu lents et fatigables le soir après une journée d'école. Et ça peut requérir parfois des aménagements si c'est compliqué. Et puis, il y a un ensemble de fonctions assez compliquées qui sont en fait ce qu'on appelle les fonctions exécutives et qui sont un peu, pour bien comprendre ce que c'est, le chef d'orchestre de notre cerveau, on va dire. C'est un peu ce qui contrôle l'ensemble de nos comportements. Donc, c'est un ensemble de fonctions complexes. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont de haut niveau. Et finalement, qui nous permettent de mettre en œuvre des comportements intentionnels. Ça veut dire on choisit de le faire, donc on prend une initiative organisée, dirigée vers un but. Par exemple, l'équipe pilotée par Laure et collègues ont choisi d'organiser cette journée des AVC, qui aurait dû avoir lieu il y a presque un an, qui a dû être décalée. Donc voilà, il y a eu toute cette initiative, l'organisation, la planification du programme, le contact des différents intervenants, la réservation de la salle, etc. Et puis après, arrive un problème, une pandémie, il faut trouver un plan B, donc il faut des capacités de flexibilité pour essayer de se dire, bon, bah, il faut annuler ça, il faut trouver un plan B, il faut organiser autrement. Et ça, c'est des choses qui nous arrivent quotidiennement dans notre vie de tous les jours et pour lesquelles ces fonctions sont fondamentales et très importantes pour l'autonomie. Et elles prennent une place de plus en plus importante quand l'enfant grandit et que il devient collégien, lycéen et qu'il doit commencer à se déplacer, prendre les transports en commun, gérer son travail scolaire de plus en plus autonome, pouvoir voilà, se détacher de plus en plus de l'aide des adultes. Donc, c'est plus récent l'intérêt pour les fonctions exécutives après AVC de l'enfant, mais il y a des études qui sont faites et on trouve voilà, des fragilités ou des déficits chez certains enfants après un AVC. Et là aussi, ça se mesure soit par les tests neuropsychologiques dans un bureau calme, dans les conditions idéales, soit avec des tests qu'on appelle plus écologiques, qui permettent un peu d'avoir un meilleur reflet des difficultés réelles dans la vie de tous les jours. Par exemple, des questionnaires qu'on peut faire remplir par les parents sur le fonctionnement dans la vie de tous les jours ou par les enseignants sur le fonctionnement à l'école. Et ce qui est assez frappant avec les fonctions exécutives, c'est que comme c'est des fonctions assez complexes et qui commencent à se développer très tôt, mais surtout qui se développent pendant des années, jusqu'à ce que même les jeunes aient 20 à 25 ans, eh bien, si elles ne sont pas très altérées et qu'elles ne sont pas très sollicitées, surtout dans la vie quotidienne, on peut ne pas s'en rendre compte initialement et elles peuvent émerger un peu plus tard, en fait, quand les demandes placées sur l'enfant, notamment scolaires, pareil, sont plus importantes et lui demandent plus de capacité, d'autonomie, d'organisation, de planification, de mise en route et de contrôle de ce qu'ils font. Donc pour illustrer ça, je vous montre voilà, une étude qui a été faite dans notre service par Camille Eveillot, qui a soutenu sa thèse il n'y a pas très longtemps. Donc là, voilà, c'était des enfants qui étaient suivis dans notre service après un AVC acquis après l'âge d'un mois, en tout cas. C'était une cinquantaine d'enfants qui avaient eu des AVC ischémiques ou hémorragiques et qui étaient suivis entre 1 et plusieurs années après leur AVC et à qui on a fait remplir ce questionnaire brief qui évalue différents domaines que vous voyez sur le graphique, comme voilà, l'inhibition, la flexibilité, la capacité à changer de perspective, le contrôle émotionnel. Donc ça, c'est plus les aspects de régulation du comportement, du fonctionnement exécutif, avec un score global ici. Et puis les capacités plus d'initiative, de mémoire de travail, de planification, d'organisation, etc. Donc, vous voyez que le trait rouge ici représente le score moyen qu'on attend dans une population générale d'enfants tout venant. Et ici, les scores moyens qu'on a obtenus, remplis par les parents en bleu et par les enseignants en jaune-orange. Donc voilà, on voit que les scores sont un peu plus élevés. Un score pathologique, c'est à partir de 65. Donc on voit aussi qu'ils ne sont pas complètement dans la zone pathologique, mais ils ont des scores quand même, voilà, en moyenne, un peu plus élevés que ce qui est attendu. Et on a regardé ici le nombre, enfin la proportion d'enfants qui avaient un score pathologique selon les parents en bleu et selon les enseignants en orange. Pour les différents domaines, vous voyez, ce n'est pas toujours la même vision d'ailleurs en fonction des parents et des enseignants. Par exemple, les enseignants se plaignent plus souvent de troubles de l'initiative, dans presque 45% des cas, tandis que les parents, par exemple, se plaignent plus de difficultés ici de mémoire de travail ou de contrôle émotionnel. Et donc voilà, dans la population générale, c'est à peu près 5% d'enfants qui ont des scores élevés dans un domaine. Et on voit que ici, c'est quand même plus fréquent chez les enfants qui ont eu un AVC. C'était des enfants qui avaient eu un suivi dans un service de rééducation, donc c'est pas non plus... c'est quand même des enfants qui avaient besoin de ce suivi pour une bonne raison, pour commencer.
Voilà, et parmi les troubles cognitifs, bon, il y a aussi les troubles du langage qui peuvent être un trouble du développement du langage quand les enfants ont eu un AVC très précoce, ou une aphasie quand l'enfant avait déjà acquis le langage et que brutalement il y a un AVC avec une lésion des aires du langage. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi être extrêmement gênant dans la vie quotidienne et énormément gênant dans le cursus scolaire quand ça persiste et que ça reste important, avec des difficultés expressives notamment. Ça peut être des enfants qui ont du mal à trouver les mots, à organiser les phrases, pour expliquer précisément quelque chose qu'ils veulent dire. Et bon, la compréhension est plus souvent préservée, mais elle n'est pas non plus systématiquement normale, particulièrement parfois pour la compréhension de consignes plus longues, plus complexes ou carrément de textes. Et puis, il peut aussi y avoir des altérations du langage écrit, notamment par exemple de la lecture, de la compréhension du texte lu. Et voilà, c'est pas que les enfants perdent complètement le plus souvent la capacité de la lecture, mais c'est que ça peut être une perte en tout cas de l'automatisme et les enfants peuvent se plaindre et se plaignent souvent. Voilà, en tout cas ceux qui étaient grands lecteurs avant par exemple et pour qui la lecture est plus coûteuse vont souvent dire j'ai perdu le goût de la lecture par exemple depuis mon AVC. Et puis ben, ça va pouvoir devenir de plus en plus gênant quand au collège et au lycée par exemple on vous demande de combiner les données dans plusieurs documents, de synthétiser des informations importantes, d'analyser plusieurs documents. Et donc ça, ben, plus l'âge augmente, quand il y a vraiment des troubles du langage, au niveau du collège, souvent voilà, ça peut être difficile et douloureux pour les enfants. Là encore, avec une immense variabilité des résultats. Voilà, donc voilà, tous les enfants, heureusement, n'ont pas tous ces troubles, mais il faut avoir en tête qu'il peut y avoir une lenteur de traitement de l'information, des difficultés de concentration, des difficultés de langage oral ou écrit, des difficultés d'organisation, de planification, par exemple. Et ben, quand on a ça, ça peut se répercuter sur le fonctionnement scolaire en classe ou pour faire les devoirs à la maison. Et donc, il y a quelques études qui se sont intéressées à la scolarité, chez des nombres variables d'enfants, pareil, qui proviennent soit de services de neurologie ou de neurochirurgie ou de rééducation. Et puis ça dépend des pays et des systèmes culturels et de beaucoup de choses. Mais bon, voilà, il y a un recours à une scolarité spécialisée dans voilà, 17 à 60% des cas. Autant vous dire que là encore, c'est très très variable. Et puis en milieu ordinaire, certains peuvent avoir aussi besoin d'aide, comme la présence d'un AVS ou d'un auxiliaire de vie scolaire, des allègements de l'emploi du temps, des aménagements, un temps supplémentaire pour les évaluations, des choses comme ça. Et donc là aussi, je voulais vous montrer rapidement une étude qu'on a faite dans le service sur le devenir scolaire après AVC. Donc là encore, hein, c'était des enfants qui avaient été hospitalisés dans notre service après un AVC ischémico-hémorragique survenu au-delà de l'âge d'un mois. Donc on voit ici qu'il y en avait 184. Donc ça, c'était des enfants hospitalisés sur plusieurs années, largement. Donc il y avait entre quelques mois et 15 ans au moment de l'AVC, avec une moyenne à 8 ans. Voilà, qui avaient des AVC ischémico-hémorragiques. Et donc, quand même, la majorité avait initialement un déficit moteur, donc une hémiplégie ou, par exemple, un syndrome cérébelleux parfois, et avec une efficience intellectuelle, vous voyez, moyenne à 85, c'est-à-dire dans la moyenne faible par rapport à ce qui est attendu. Et donc, ces enfants ont eu la plupart du temps un bilan orthophonique dans le service au moment, enfin, après quelques semaines ou quelques mois d'hospitalisation, donc en moyenne à 3 mois après l'AVC. Et on a analysé un peu les résultats de ces bilans orthophoniques et on a trouvé, vous voyez, que pour la compréhension du lexique, donc c'est la manière dont un enfant peut pointer du doigt des images qui lui sont montrées, donc quels mots il connaît, en fait, qu'il a à sa disposition. Et on avait un quart des enfants qui avaient un déficit sévère à très sévère dans la compréhension du lexique. Pour trouver les mots, c'était plus important encore, hein, donc il y avait quand même des difficultés pour trouver les mots, pour s'exprimer, chez plus de la moitié des enfants. Et également pour l'expression syntaxique, c'est-à-dire pour construire les phrases, faire une phrase avec des mots donnés. Donc on voit que ces enfants, bon, c'était des enfants hospitalisés en rééducation, hein, mais avaient quand même, pour un grand nombre d'entre eux, des fragilités au niveau du langage, pour lesquelles ils avaient de la rééducation. Et donc on a pu ensuite regarder leur scolarité avant l'AVC et à distance de l'AVC. Donc on avait un recul médian de 40 mois après l'AVC chez à peu près 146 enfants. Et ben, on voit qu'avant l'AVC, évidemment, la plupart étaient en scolarité ordinaire, avec certains qui avaient par exemple pu redoubler, puis quelques-uns qui avaient déjà des difficultés antérieures, souvent parce qu'ils avaient par exemple une maladie comme la drépanocytose. Et on voit qu'après 40 mois de recul,
eh bien 28% des enfants étaient en scolarité spécialisée de différents types, genre ULIS, CLIS ou même structure médico-sociale. Et puis 45% avaient soit un retard, soit des aides, et 27% étaient en milieu ordinaire sans aide. Et les facteurs qui expliquaient le plus fortement l'orientation vers une scolarité spécialisée étaient vraiment les troubles du langage et les troubles cognitifs. Voilà, les troubles moteurs, on trouve toujours à les compenser avec une aide humaine ou avec des compensations. Les troubles cognitifs, c'était quand même ça qui, en général, causait une orientation quand elle devenait nécessaire. Et puis ça, c'est une autre étude de cohorte qui a été conduite par Stéphane Chabrier, qui concernait des enfants qui avaient eu des AVC néonataux. Donc une cohorte de 100 enfants qui ont été suivis et dont le suivi a eu lieu à l'âge de 7 ans, chez 80 d'entre eux. Et donc, je trouve que ce graphique est très éloquent, puisque donc, chaque enfant est représenté par un petit schéma. Et on voit ceux qui ont une épilepsie dans ce cercle-là, ceux qui ont une paralysie cérébrale, donc un déficit moteur, dans ce cercle-là. Dans le cercle bleu ici, ceux qui ont des troubles du langage, et dans le cercle rouge, ceux qui ont des difficultés scolaires, c'est-à-dire qui ont une aide scolaire ou qui ont redoublé, par exemple, ou qui ont été orientés à l'âge de 7 ans. Et vous voyez que finalement, par exemple, presque tous les enfants qui ont des difficultés scolaires, sauf un qui est là, ont des troubles du langage dans le bilan orthophonique qu'ils ont eu. Voilà, il y a très peu d'enfants qui ont une déficience intellectuelle, mais la plupart sont inclus dans le groupe qui a des difficultés scolaires, là encore, parce que les troubles cognitifs impactent le devenir. Donc ça, c'était voilà, les choses les plus importantes que je voulais dire, et je ne voulais pas en dire trop, parce qu'il faudrait que je m'arrête bientôt. Je vais passer aux réflexions que j'avais en sautant quelques diapos, d'une étude que je n'étais pas sûre d'avoir le temps de... Et surtout, donc, finaliser en disant que c'est extrêmement variable d'un enfant à un autre. Il y a plein de facteurs qui interviennent, comme l'âge de survenue, évidemment la taille de l'AVC, les zones atteintes, la sévérité initiale, la maladie associée aussi, qui peut s'accompagner d'autres problèmes médicaux, comme par exemple quand il y a des cardiopathies ou d'autres maladies importantes. Et il y a un énorme impact de l'environnement socio-familial dans lequel grandit l'enfant, avec voilà, la manière dont la famille peut comprendre les difficultés de l'enfant, mettre en place les aides, l'accompagner de manière constructive. Savoir aussi ménager, je pense, c'est super important, le bien-être de l'enfant, ménager sa confiance en lui. Voilà, donc c'est important de mettre en place les aménagements scolaires quand il y en a besoin, de l'accompagner, mais sans complètement l'épuiser. Mettre en place des rééducations quand il y en a besoin, savoir faire des pauses quand c'est nécessaire. Privilégier les activités aussi de socialisation, de loisirs, de jeux en famille ou avec les amis. Voilà, c'est important de ne pas tout miser sur la scolarité, en tout cas en mettant une croix sur tout le reste, parce que tout ça, c'est important dans le devenir adulte. Et les difficultés comme une lenteur ou des troubles cognitifs peuvent aussi persister à l'âge adulte et s'accompagner de difficultés d'insertion professionnelle. Et donc, là encore, il y a un suivi et une transition adulte qui devra être pensée. Donc, un suivi prolongé est nécessaire. Et il faut savoir prévoir un projet, le revoir quand c'est nécessaire, et bien toujours avoir en tête le bien-être de l'enfant avec le projet qu'on a choisi pour lui, et ne pas non plus complètement négliger tout ce qui participe à l'autonomie. Voilà, on voit parfois des jeunes adultes à qui on n'a jamais demandé de mettre la table, de ranger leur chambre, de faire leur lit, parce que bon, on privilégiait d'autres choses. Et puis un jour, paf, ils ont une école de commerce ou je ne sais pas quoi dans une autre ville, et ils peuvent se trouver assez embêtés parce qu'ils n'ont pas vraiment appris à prendre les transports en commun ou à faire d'autres choses importantes. Donc c'est des choses aussi à considérer, et bien anticiper la transition adulte, et accompagner cet enfant, évidemment, qui est au sein d'une famille, et ne pas oublier de considérer aussi les fratries qui sont forcément impactées par la survenue de ce type de lésion au sein de la famille. Voilà, je vous remercie. Merci Mathilde pour cette présentation très claire. Je pense qu'il faut, j'ai noté quelques points que je soulèverai tout à l'heure. J'ai noté une question qui vient d'arriver, on en parlera tout à l'heure. Et je pense qu'il faut directement enchaîner avec Monsieur Pouet pour une présentation d'à peu près du même temps, puis on fera la synthèse après. Donc, si Monsieur Pouet, vous êtes prêt, on peut y aller. Ok, donc je voulais vous remercier pour cette invitation.
Et puis on y arrive enfin, hein. C'est vrai que de report en report, on se demandait si on allait se rencontrer. Donc moi, je suis très heureux d'être là avec vous. On s'était un petit peu connecté avec Mathilde, et puis Mathilde vous a présenté un petit peu les enjeux médicaux de ces AVC de l'enfant. Et puis c'est vrai que moi, comme vous m'aviez un petit peu sollicité sur les troubles cognitifs, euh, je vais plutôt me baser sur l'histoire d'une petite fille que j'ai bien connue et puis qui m'avait un petit peu touché. Donc c'est pareil, en 25 minutes, on fait passer 2-3 idées. Je vais essayer de faire passer 2-3 idées. Et puis j'ai eu la chance aussi, en travaillant un petit peu cette présentation, de trouver un travail qui va un petit peu dans le sens de cette idée de ces idées que je voulais partager avec vous. Quand j'ai fait mes études, il y a fort longtemps, le docteur Mazot, monsieur Mazot de Bordeaux, dans les années 80, dans l'encyclopédie médico-chirurgicale, avait parlé du traumatisme crânien en disant une catastrophe existentielle. Et dans ce que j'avais envie de partager avec vous, je me suis demandé si l'AVC de l'enfant, c'était très différent de ces enfants qui vont bien, puis qui à un moment donné ont un accident de vélo ou de mobilette, et deviennent finalement un peu différents de ce qu'on connaissait. Et même si l'AVC de l'enfance n'est pas finalement très fréquent, c'est vrai que dans les grands centres comme à Saint-Maurice, vous avez pas mal de recrutement. Quand on est médecin comme moi de rééducation dans des services de soins, si j'ai vu beaucoup d'enfants hémiplégiques pour des raisons périnatales, j'ai pas vu forcément beaucoup d'enfants avec un AVC, mais il y en a quand même deux qui m'ont marqué et dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un vrai traumatisme familial, que cet enfant qui fait une hémiplégie, qui fait un AVC, il y a même beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe, l'AVC de l'enfant. On croit qu'il n'y a que les petits pépés dans les EHPAD qui font des AVC. Et donc c'est vrai que c'est une vraie angoisse, une détresse. Et puis il y a cette idée quand même que c'est un enfant qui pourrait mourir, et puis qui ne meurt pas. Et donc on est vachement content. Et donc, on remercie les médecins, les soignants, la providence, la chance, selon les convictions qu'on a et les gens qu'on a rencontrés. Donc, on fait un ouf de soulagement, mais cette idée, cette histoire des conséquences cognitives, qu'en fait-on et à quel moment en fait-on quelque chose? Alors, comme l'histoire sur laquelle je vais m'appesantir est une histoire poignante, j'ai rajouté tout à l'heure l'histoire plus favorable d'un petit garçon que j'ai suivi quand j'étais médecin de rééducation en libéral, dans le milieu des années 90, qui a eu la mauvaise idée de faire un AVC le jour de ses 1 an et le 25 décembre. Donc il a fait un AVC massif. Il a tout de suite repéré, quand je l'ai vu quelque temps après, que j'étais le médecin qui était là pour statuer sur les séquelles. Il n'a jamais accepté que je l'examine. Et j'allais le voir à la halte garderie et je l'examinais. Finalement, je le voyais vivre à travers la vie de Santin. Et en fait, il a eu une évolution très favorable. Je l'ai rencontré il y a quelques semestres dans une manif à Poitiers. C'est lui qui est venu me voir. Donc, il avait un peu oublié que j'étais le mauvais objet. C'était un très beau jeune homme. Les filles, c'était une bombe sexuelle, ce garçon. Et il a vraiment aucun trouble, aucune séquelle de son AVC précoce. Alors, l'autre histoire qui va nous occuper plus, c'est l'histoire d'une petite fille que je vais appeler H. Le fond change en fonction que je raconte l'histoire, que je parle du bilan ou que je parle de son projet, pour que vous puissiez mieux me suivre. Épisode 1, avant l'AVC. Alors avant l'AVC, elle habite à la ferme, elle est joyeuse, vraiment une gamine avec laquelle on a d'emblée une relation empathique, elle a des yeux rieurs, elle est très drôle, elle a plein de copines, elle s'occupe de ses animaux. À la ferme, elle a la chance d'avoir ses animaux à elle, et c'est son bonheur, ça. Mais elle est déjà en difficulté à l'école. Donc je reviens à ce que disait Mathilde tout à l'heure, on n'a pas de bilan psychométrique, on n'a pas d'idée de ses compétences intellectuelles avant son accident vasculaire cérébral, mais ce qu'on sait, c'est que l'école, c'est déjà un petit peu compliqué. Alors l'épisode 2, elle fait une hémiplégie droite, elle a 10 ans, elle est droitière,
Elle est en CM2 dans une petite école de campagne. Elle s'effondre en classe. On appelle le SAMU. Quelques instants avant l'arrivée du SAMU, elle fait un arrêt cardiaque. Elle est réanimée dans la classe. Donc c'est vraiment une histoire tout à fait dramatique. D'ailleurs, en vous la racontant, bah, j'ai la chair de poule. Et elle revient en classe. Alors, je suis abonné au 1 an, moi. 1 an, jour pour jour, après son accident, elle revient dire bonjour à ses copines. Vous imaginez un petit peu la difficulté. Alors, quand on est médecin de rééducation, on gère les suites. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour elle? Alors, au niveau moteur, elle fait de la kiné. La marche, ça va bien. Ça va pas mal du tout. Mais le membre supérieur, surtout la main, c'est pas du tout utilisé. Et elle a des difficultés pour reconnaître ce qu'elle a dans la main. Et ça, c'est un moment important parce que ça permet de comprendre aux parents que ça va être compliqué la main parce que imaginez que vous mettiez la main dans votre poche et que vous ne trouviez plus la différence entre vos clés de voiture, une gomme, un taille-crayon, un coupe-ongle ou un préservatif. Selon ce que vous avez à faire, ça va être un petit peu compliqué. Donc cette astérognosie est plutôt un indice de mauvais pronostic d'utilisation d'une main qui devient un petit peu, si vous voulez, une main aveugle. Au niveau de l'orthophonie, elle a des séquelles d'aphasie. Elle a récupéré un langage oral. Il y a un petit peu de manque du mot, comme moi, à 65 ans, on cherche son mot. Hein. La structure des phrases n'est pas tout à fait canonique, il y a une dysyntaxie. Finalement, elle va récupérer un langage tout à fait convenable dans la vie quotidienne. Elle comprend tout ce qu'on lui dit quand c'est simple. Elle s'exprime aussi de façon simple. Mais le langage élaboré, le langage de l'école qui engage des métaphores, des proverbes, des expressions idiomatiques, c'est compliqué pour elle. Ça reste compliqué le langage élaboré. Mais disons que dans la vie de tous les jours, elle est vraiment interactive, très interactive, et elle est très informative. Donc en tant qu'enfant, elle est sauvée. En tant qu'élève, ça risque d'être un petit peu compliqué. Quand elle entre dans notre CESAD, dans la région ouest, elle a déjà 5 séances de rééducation. Elle a 3 séances de kiné par semaine et 2 séances d'orthophonie. Et nous, en tant que CESAD, on est bien obligé de proposer quelque chose et on propose une séance d'ergo, une séance de psychomotricité. Ça veut dire que cette petite fille, elle a un emploi du temps de sinistre. Non, un emploi du temps de ministre, je me suis trompé de nom. Vous voyez, 7 séances de rééducation par semaine, je crois qu'il n'y aurait aucun adulte qui accepterait un tel programme. Alors, notre démarche, ça va être d'évaluer ses compétences. Mathilde vous a parlé de la nécessité de faire un bilan, avec ses faiblesses ou des troubles carrément, et puis d'avoir un projet réaliste qui tient compte de sa vie de pré-ado qui va arriver. Hein. Quand elle revient, on la suit, elle a 11-12 ans, elle va rentrer au collège. Donc, avec le collège, peut-être aussi que l'idée, le CM2, on est en fin de CM2, l'affaire est pliée, il faut préparer le collège. L'idée, ce serait peut-être, avec les enseignants, de s'entendre où est-ce qu'on va raisonnablement avec cet enfant. Qu'est-ce qu'on peut lui imposer comme effort en fonction de ses possibilités pour peut-être être respectueux de cette petite jeune fille. Alors, ça passe plus, là, si. Donc, le bilan neuropsychologique montre qu'elle est fatigable, qu'elle a des capacités attentionnelles limitées, c'est ce que vous a expliqué Mathilde, et donc se concentrer en classe, l'attention soutenue, ça va avoir un coût, parce que pour elle, c'est compliqué de faire attention. Et puis, elle n'a pas de réserve sur le plan raisonnemental, c'est-à-dire que quand on regarde les épreuves du test psychométrique qui mettent en jeu le raisonnement, le raisonnement ne résume pas l'intelligence des enfants, mais le raisonnement, il est très utilisé en classe. C'est l'essence de l'école, c'est consubstantiel de l'école. Il y a juste une épreuve, vous voyez, qui s'appelle matrice, je ne vais pas rentrer dans les détails, où elle a 9, donc elle est très proche de la moyenne. Donc, ce n'est pas une enfant qui est déficiente, mais si vous voulez, elle n'a pas de surcroît de capacité intellectuelle. Elle n'a pas réellement de point fort. Voilà. Qu'est-ce qui montre encore ce bilan neuropsychologique et cognitif? Donc, son attention, on l'a déjà dit, mais surtout sa mémoire de travail, c'est-à-dire sa capacité à tenir compte de plusieurs informations en même temps pour travailler dessus. Ça, on en a besoin de plus en plus au fur et à mesure de la scolarité,
où plus c'est compliqué, plus c'est ardu, plus ça va vite, plus il faut traiter plusieurs informations en même temps, et là aussi, elle est limitée. Et puis, ce que vous a expliqué, Mathilde, des fonctions exécutives, des capacités à faire des choix, des capacités à anticiper, des capacités à avoir un jugement sur la tâche, des capacités à planifier les étapes, c'est compliqué pour elle aussi. Donc, on retrouve, si vous voulez, ce que vous a dit Mathilde, des séquelles habituelles. Donc, c'est ce que je vous explique. Donc, ça, on peut dire qu'elle aura une saturation cognitive rapide quand les enseignants vont tirer sur la ficelle, quand les enseignants vont beaucoup la solliciter. Et encore une fois, elle va se fatiguer parce que son niveau de raisonnement est normal faible et puis ses capacités de se mettre en jeu sont compliquées en raison de l'attention, de la mémoire de travail et des fonctions exécutives. Les gestes aussi sont très coûteux. En particulier écrire à la main. Souvenez-vous qu'elle était droitière et qu'elle a fait un AVC, une hémiplégie droite. La mémorisation aussi est problématique. Mathilde vous l'a dit aussi. La mémoire à long terme, qui est aussi nécessaire à l'école. À l'école, il faut se souvenir des conjugaisons, des verbes irréguliers en anglais, des tables de multiplication. C'est des outils qu'on utilise tout le temps. Et ça c'est compliqué pour elle. Donc en fait, en termes de pronostic, dirait un médecin, en termes de perspective, ce que l'on pourrait partager avec les parents, avec les enseignants, ça risque d'être difficile, voire très difficile pour notre petite jeune fille. Alors, épisode 3, on essaye de négocier un projet raisonnable avec sa famille, qui est vraiment dans une démarche de soins, de rééducation, de récupération. Et puis, en fin de CM2, donc on va préparer le collège, donc on essaye d'informer l'école. Et en fait, comme très souvent, on n'est pas cru. C'est-à-dire que le tableau qu'on dresse un petit peu, bon, ils sont bien négatifs, ces médecins. Puis elle est mignonne, et puis elle est souriante, et puis elle est volontaire. Donc, ça va le faire. Le premier projet qu'on écrit, ben, on parle des difficultés résiduelles en langage oral. On essaye de décider d'être bien, comment dirais-je, bien convaincu de l'importance de doper sa main gauche, puisque cette main droite qui ne reconnaît pas va être une main peu utilisée. Donc, on prend le parti avec l'ergothérapeute de doper l'utilisation de la main gauche. Et puis, comme c'est quand même très compliqué d'écrire et qu'à l'école, il y a beaucoup d'écrits, on préconise d'utiliser l'ordinateur en classe et on l'entraîne. Et ça va plutôt bien se passer. On va dire que c'est un peu un instrument, ça, c'est accepté, ça se passera bien. Ça. On dit qu'elle est courageuse, volontaire et toujours partante. Le programme que lui imposent les adultes, pour son bien, pour ses progrès, avec une vraie bonne intention, il est vraiment très chargé et on pense que rapidement, il faudra faire des choix et qu'elle ne va pas tenir le coup avec 7 séances de rééducation par semaine. Et donc, en fait, l'idée, c'est que dans ce type de situation, chacun avec son regard, sa formation, ses espoirs, il est dans le souhait de bien faire, chacun l'attend de pied ferme à chaque séance de rééducation, on va lui demander de se dépasser, on ne va pas tenir compte de sa fatigabilité, tout le monde a envie de bien faire. Donc, avec tout le monde, tout le temps, on lui demande de dépasser ses limites et ça ne peut pas raisonnablement être demandé bien longtemps à une jeune fille qui va devenir une adolescente. Donc, on pense que son programme devrait être guidé par son évolution, mais aussi par ses choix à elle. C'est-à-dire que ça serait peut-être bien de l'intégrer dans le projet, mais à cet âge-là, c'est encore souvent les adultes qui décident un peu à la place des enfants. Donc, si on met en avant comme priorité son évolution personnelle, il faut l'associer à nos réflexions, l'autoriser à dire ce qu'elle ressent, et puis peut-être même nous montrer la voie. Ben, ça ne sera pas facile, parce que les enjeux sont multiples, ils sont différemment perçus par chaque professionnel, les enseignants, et même par chacun des parents, ce qui est souvent le cas. C'est-à-dire qu'on voit bien que entre le papa et la maman, ben, la pression qui est mise n'est pas tout à fait la même. Il faudra faire avec tout ça. Donc, ce qu'il faudrait, c'est laisser cette jeune fille se déterminer un peu librement, parce qu'il en va de son équilibre psychique à moyen et à long terme, ce que Mathilde vous a gentiment introduit pour me faciliter la tâche. Merci Mathilde. Donc, épisode 4, il y a des progrès en langage oral et en langage écrit. Elle relit des petits romans, elle en est très contente. Elle fait de plus en plus de loisirs qu'elle affectionnait. Elle a même refait du ski, ça c'est quand même super, elle est très contente.
mais elle n'a toujours pas assez de temps pour s'occuper de ses animaux, puisque le soir, eh ben, il y a de la rééducation. Voilà. Et alors ça, elle est vraiment, pour une petite fille qui est née à la ferme et qui est née à la campagne, ne pas s'occuper de ses animaux, c'est un drame, quoi. Et ce qu'elle souhaite, et elle le dit, en tout cas à nous elle le dit, elle voudrait diminuer les rééducations, parce que ça fait quand même beaucoup. Et puis il y a toujours ce collège qui peine à prendre la mesure des troubles résiduels. Voilà. Troisième projet, ce qu'on écrit 2 ans après. On dit qu'elle est une jeune fille qui rentre dans l'adolescence avec un handicap résiduel, elle a du mal à faire avec, mais c'est normal. Vous savez, moi je suis médecin de rééducation, maintenant retraité, l'acceptation du handicap, ça n'existe pas. Personne n'accepte un handicap. Au mieux, on aide les gens à faire avec. C'est déjà pas mal. Donc, elle cherche une certaine autonomie, elle souhaite que ses prises en charge avec le CESAT diminuent, elle voudrait être comme tout le monde, finalement comme tous les ados. Vous savez que tous les ados se font tous des piercings et des tatouages pour se différencier, mais en fait, ils font tous la même chose. Mais ça, c'est la problématique de l'adolescence. Elle n'est pas dans l'opposition, puisqu'elle est vraiment adorable. Elle souhaite juste être entendue. Elle aimerait bien qu'on l'écoute un petit peu. Et donc, en accord avec la famille, puisqu'on a été un petit peu au bout de notre accompagnement, de l'écriture d'un projet, d'une communication avec le collège, on propose un arrêt progressif du CESAD. Voilà. Donc, conclusion, c'est un événement dramatique. On a échappé au pire, on s'occupe de ce qui se voit, la main qui ne fonctionne pas trop bien, le langage qui est encore un petit peu difficile à appréhender, en tout cas en situation scolaire. Les troubles cognitifs, ben, en général, ils sont soit non vus, soit pris en compte avec retard. C'est-à-dire que cet élan d'empathie qui caractérise tout le monde, enfin, l'enseignante qui l'a vu s'effondrer dans sa classe et qui l'a revue 1 an après, elle s'est effondrée en sanglots. C'est une enseignante super, qui comprend bien les choses. C'est vraiment une enseignante avec une grande conscience professionnelle, mais pour elle, c'est impossible qu'il y ait des séquelles. Elle n'a qu'une envie, c'est qu'elle guérisse, comme tout le monde. Et donc, ces troubles cognitifs qui doivent être évalués, et comme l'a dit Mathilde, réévalués à distance, parce qu'il y a une évolution positive, de stagnation, ça doit être évalué, on doit absolument partager avec la famille et avec les enseignants des liens entre ces fonctions intellectuelles qui sous-tendent les apprentissages et puis ce qu'on constate en classe. Et là, on n'est pas dans le secret médical, on n'est pas dans le secret professionnel, on ne peut pas demander aux enfants de faire des efforts lors des bilans, on ne peut pas demander aux parents éventuellement de payer en libéral des bilans qui sont quand même relativement onéreux et dire je n'ai pas d'informations à donner aux enseignants. C'est une compréhension mutuelle, ce n'est pas une médicalisation de l'échec scolaire, c'est se mettre à travailler ensemble pour comprendre pourquoi l'enfant bute, pourquoi l'enfant achoppe, pourquoi l'enfant est en échec et justement partager un mode d'emploi de cet enfant. Donc, on doit transmettre nos informations aux enseignants et en plus, on doit les transmettre sans jargon. Le jargon de l'orthophoniste, le jargon du neuropsychologue, ce n'est pas très lisible. Un neuropsychologue qui dit justement la mémoire de travail est très déficitaire, il ne va pas être compris. S'il dit quand des informations lui arrivent en ordre sériel, les unes après les autres, elle est très vite saturée. Il faut donc que les informations lui arrivent par petits paquets. Voilà. Il ne renie pas sa profession, mais il est compréhensible par autrui. Donc, il y a la nécessité d'un écrit qui est, si vous me permettez l'expression, un mode d'emploi de cet enfant qui soit partagé pour ne pas aider suffisamment ceux qui peuvent, mais peut-être ne pas assassiner de rééducation et d'efforts des enfants pour lesquels peut-être qu'à un moment donné, on va s'apercevoir que ça ne va pas le faire en termes d'études longues et diplômantes. En éducation, on demande beaucoup. En classe aussi. En réalité, on demande trop pour cette jeune fille qui a des perspectives scolaires qui ne sont pas au top. On l'assassine de rééducation et à un moment donné, il faut en prendre conscience. On en prend souvent conscience trop tard, eu égard à la compréhension que la personne en a elle-même. Elle demande à ce qu'on lui en demande moins parce qu'elle n'en peut plus, puis parce qu'elle ne voit pas non plus beaucoup de résultats extraordinaires à toutes ces prises en charge. Et donc, là aussi, comme l'a dit Mathilde, on fait tout ça aux dépens de la vraie vie, aux dépens d'avoir du temps le soir
pour aller s'occuper de ces animaux. Et donc, j'ai eu la chance, en faisant un petit peu de recherche, de tomber sur ce mémoire qui a été soutenu à Lyon par cette personne, dans le Master 2 Handicap sensoriel et cognitif. Elle s'est interrogée sur les troubles cognitivo-comportementaux après AVC pédiatrique, une étude prospective et qualitative sur le vécu des parents. Voilà. Et donc, constat transformé en préconisation, c'est que l'hypothèse qu'elle avait formulée, que la brutalité de l'événement conduit à une sidération émotionnelle qui incite les parents à occulter ou à minimiser les difficultés cognitives ultérieures de l'enfant, eh bien, elle l'a validée. C'est-à-dire que, effectivement, cet enfant qui a un handicap moteur, cet enfant qui a un handicap du langage, le plus souvent, cet enfant qui a eu un accident dramatique qu'on ne connaît même pas, qui aurait pu mourir, ce que j'ai dit au début, mais il est là, et tant mieux, et c'est chouette, et c'est super. On ne va pas non plus se poser des questions sur est-ce que ça a un petit peu abîmé ses fonctions intellectuelles. On n'a qu'une envie, c'est de l'entourer, et puis d'oublier tout ça. Or, forcément que les handicaps cognitifs résiduels vont impacter les apprentissages et vont impacter cette prospective scolaire qui peut ne pas être tout à fait au top, comme c'était le cas de cette jeune fille. Donc, ce qu'elle propose, cette personne, c'est d'une part d'améliorer l'information concernant les troubles cognitifs, parce qu'ils sont donc peu connus et quand on les explicite, ils sont peu pris en compte, et justement d'accompagner les familles avec des programmes d'action thérapeutique, des équipes mobiles à domicile, pourquoi pas les familles et l'école, pour que, en respectant tout le monde, en respectant le rythme d'évolution des gens, ce qui est tout à fait normal, il y ait quand même, à un moment donné, la capacité de percevoir, de saisir que malheureusement, l'AVC va impacter la scolarité et qu'on ne peut pas éternellement avoir des programmes de rééducation à 7 séances par semaine, c'est déjà pas mal par semaine, par jour quand même, Monsieur Pouet. D'autant plus, souvenez-vous que cette petite jeune fille, elle avait déjà des difficultés scolaires avant même son accident vasculaire cérébral, donc il y a quand même des chances que ça n'améliore pas les choses. Comment elle a évolué, cette jeune fille? J'ai pris des nouvelles grâce à mes collègues et amis du service. Elle a actuellement 20 ans, elle est joyeuse comme tout, elle a passé son permis, elle a une voiture adaptée, elle a plein de copines, elle a des petits copains, elle en change, paraît-il, assez souvent, parce qu'elle est exigeante et elle va très bien. Le problème, c'est qu'elle a été orientée évidemment vers des études plus courtes, qui étaient plus accessibles à ses capacités résiduelles. Elle est diplômée, mais en termes d'employabilité, c'est très problématique. Bon, il y a pas mal de chômage, les jeunes, ils ont pris cher avec le Covid, c'est peut-être pas non plus la meilleure période, mais c'est vrai que lorsqu'elle est en stage, on lui dit qu'on va l'embaucher, et puis quand il s'agit de l'embaucher, eh bien, ça se termine pas bien, quoi. Donc, voilà. Mais surtout, ce que m'ont dit les collègues, et surtout notre secrétaire, la secrétaire dans un service, c'est un petit peu le phare, c'est le tour de guet, ça entend tout, ça voit tout, et en plus, elle est adorable, notre secrétaire. Elle m'a dit, mais vraiment, tu serais content de la revoir parce que vraiment, elle pète la santé, elle pète la joie. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Par rapport au trouble 10, je voulais juste vous indiquer 2 petits bouquins qui synthétisent un petit peu l'avancée de mes réflexions par rapport à ça. Un pour les enseignants, qui est très simple et très court, et puis un qui est issu de Covid, où j'essaye de dire qu'on s'éparpille beaucoup dans ces situations-là, qu'on a beaucoup de projets, et que ce qui serait bien un jour, c'est qu'on se concentre sur l'essentiel, qu'on mesure les enjeux pour chaque personne, comme on l'a fait pour cette petite jeune fille, et qu'on ait très peu de projets, pas 15 sous-projets, on est sûr de ne pas les faire, mais d'aller à l'essentiel, de hiérarchiser les projets et de proposer aux enfants, aux adolescents, ce qui est vraiment utile pour eux dans leur progression. Donc, je vous remercie de votre attention, je remercie les organisateurs de m'avoir invité, et puis si vous avez des questions, je serai très content d'essayer d'y répondre dans la mesure de mes possibilités. Eh bien, à ce moment-là, je reprends la main. Merci à tous les deux. Ce que je souhaitais faire, c'était une mini-synthèse de vous deux sur des points qui m'ont marqué et qui se rejoignent.
Et puis après, j'ai noté les questions. Alors, peut-être que j'en ai loupé, mais bon, on va les lister, puis on essaiera d'y répondre. Ce que je crois, et qui est bien abordé avec des mots différents par Mme Chevignard et par M. Pouet, c'est la question de la place de l'enfant dans sa vie d'enfant. Il y a plein de choses qui font un enfant. Ben, il y a l'école, mais il y a la famille, il y a l'ennui, il y a les jeux, il y a les copains, il y a rien faire, il y a les bêtises, les bonbons, et ainsi de suite. Et il ne s'agit pas, ce qui est un terme un peu barbare, d'accepter le handicap, hein, comme l'a dit Alain, ce n'est pas acceptable, mais la trajectoire développementale d'un enfant qui a eu un AVC, parce qu'on parle des AVC ici, est nécessairement différente de la trajectoire développementale qu'on avait imaginée pour lui. C'est une réalité et on ne peut pas transformer l'enfant en objet scolaire ou en objet de rééducation. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord on ne peut pas, et deuxièmement parce qu'on court parfois autour d'un objectif inatteignable, et que le risque, il est majeur, c'est-à-dire de se priver du reste qui fait un enfant. Je prends l'exemple de cette petite fille, mais j'en ai d'autres aussi, qui ne pouvaient pas s'occuper de ces animaux, peut-être parce qu'elle avait orthophonie, que sais-je. J'avais eu aussi l'exemple d'un enfant qui ne pouvait pas aller aux anniversaires le mercredi après-midi parce qu'il avait groupe de parole au CMP. Enfin, c'est complètement saugrenu quand on dit ça comme ça, quoi. Il ferait mieux d'aller aux anniversaires, il parlerait plus à ses copains qu'au groupe de parole du CMP. Et donc, il s'agit de pouvoir trouver une forme d'équilibre qui n'est pas facile, sur lequel on nous demande à nous, souvent professionnels, de se positionner, mais c'est quasiment impositionnel. L'équilibre, c'est une forme de ligne de crête, hein, entre qu'est-ce que je peux demander à mon enfant, qu'est-ce que je ne peux pas lui demander dans cette situation précise, et ainsi de suite. Donc, les professionnels ont là plutôt un rôle de guidance, et l'équilibre, il est vraiment très individuel et il dépend de beaucoup de facteurs. Alors, de l'AVC, on en a parlé, mais aussi des facteurs familiaux, du désir de l'enfant. Voilà. Alors, je voudrais rebondir sur une deuxième question qui est revenue assez fréquemment. Qu'est-ce qui se passe si on va trop loin et si on pousse trop un enfant? Eh bien, on risque d'arriver à ce qu'on appelle une surcharge cognitive, on en a parlé, c'est-à-dire que le jeune, et ce qui nous arriverait tous, hein, si on faisait 3 heures de piano par jour, 4 heures de tennis l'après-midi, et ainsi de suite, hein, on finirait par, ou au travail, hein, des fois on travaille trop, on fait trop de sport. Des jeunes qui peuvent, en situation standard, être tout à fait adaptés, mais avec un manque de ce qu'on appelle de réserve, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accélérer au moment où il faudrait accélérer, au risque de ce qu'on appelle une surcharge cognitive, ou qui pourrait être comme un burn-out, une dépression, et qui peut amener, puisqu'il y a eu une question là-dessus, alors qui nous met souvent en échec, c'est-à-dire l'enfant lui-même, la famille, les professionnels, qui sont les troubles du comportement. L'enfant peut se réfugier dans une forme de dépression, n'a plus goût à rien, n'avance plus, est mal poli, ou au contraire de troubles du comportement majeurs, à type de grande crise classique qui perturbe évidemment tout le monde, et lui au premier lieu. Donc ça, c'est une réalité, à mon avis, qui a été abordée, qu'il faut vraiment prendre en compte. La deuxième réalité, c'est que très longtemps, les médecins, hein, et ça continue encore, continuent à travailler un petit peu comme ils savent, en se fichant, alors c'est un bien grand mot, mais enfin de l'avis des autres, en tout cas, voilà. Bon, quand même, dans le médico-social, il y a eu une évolution, et maintenant, les parents, bien sûr, sont associés au parcours, au projet. Par contre, on a peut-être oublié un élément essentiel de ce parcours, de ce projet entre la famille et les professionnels, c'est l'enfant lui-même, hein, qu'on a souvent un peu tendance à moins considérer. Ça transparaît tout à fait dans la présentation de M. Pouet. C'est-à-dire qu'il y a eu une direction des professionnels vers les familles et des familles vers les professionnels, mais maintenant, je pense que l'étape supplémentaire, c'est de la famille en intrafamilial, des parents vers les enfants et des enfants vers les parents, parce que si on interroge les enfants, assez curieusement, les buts des enfants ne sont pas toujours correspondants avec les buts des parents. Voilà, donc ça c'était, et j'ai retenu comme mot d'être finalement, d'être réaliste, et pour tout acte qu'on propose,
qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce qu'il va coûter, hein? C'est le fameux bénéfice-risque dont on nous bassine actuellement avec les vaccins, mais ça marche pour tout, hein. Qu'est-ce que je fais quand je prescris une séance d'orthophonie? C'est pas si anodin que ça. Voilà. Donc, j'ai quelques réflexions, peut-être d'autres pourront rebondir. Et je vais juste lister les questions. Il y en a une tout à fait là qui dit de ma billotte, qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant ne décide jamais? C'est tout à fait ça. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je n'ai pas de réponse, hein. Je veux dire, il n'y a pas de recette là-dedans. C'est toujours un équilibre et je ne connais pas cet enfant, mais peut-être que je n'arriverai pas à avoir quelque chose de structuré pour lui, mais les questionnements, ils sont là et ni les professionnels, ni les parents, ni les enfants n'ont parfois la réponse, en tout cas toute faite, et ça se construit au fil du temps. Deuxièmement, il y a eu 2 questions donc, sur les troubles du comportement, on pourra y revenir, c'est vraiment quelque chose qui nous met en échec. 3 questions. Que se passe-t-il quand un enfant a un AVC in utero? C'est une étape encore primordiale avant les AVC une fois qu'on est né. Mais je dirais que la règle générale reste vraie, hein. Ça dépend de l'évolution, dépend de plein de choses, de la gravité de l'AVC lui-même, et puis après, de tout ce qui fait un enfant, sa famille, l'école, son environnement, et ainsi de suite. Il n'y a pas de règle établie, ça, Mathilde l'a bien dit, hein, c'est très variable d'un enfant à l'autre. Et puis oui, y a-t-il des âges clés? Alors, on n'aime pas trop les âges clés, hein, parce qu'un enfant, c'est un continuum. Mais oui, il y a quand même des âges clés, hein, la petite enfance, la toute petite enfance, mettons 9 mois, après 18 mois, parce qu'à 18 mois, on voit bien que s'il n'y a pas de grosses séquelles motrices à 18 mois, c'est bien. Puis on passe après à 3 ans pour le langage. Et après, ça sera un peu les étapes clés scolaires de type cours préparatoire, puis 6e, puis lycée, et puis entrer dans la vie d'adulte. Ça reste les étapes clés de tout enfant. Ah oui, et puis voilà une question de monsieur ou madame Moussala. Oui, tout à fait, la plasticité. Alors bien sûr, il n'y a pas plus plastique que le cerveau d'un enfant. Mais mettre le paquet, non, c'est exactement ce dont on vient de parler tout à l'heure. Ce qu'on peut gagner d'un côté, on peut le perdre de l'autre. Donc, le paquet, il faut le mettre, mais toujours dans une optique écologique, hein, comme on dit, c'est-à-dire l'enfant dans son environnement, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, et le plus n'est pas toujours le mieux. Bon, je vais peut-être arrêter de parler, mais je veux bien les retours des autres, soit dans la salle, soit des autres professionnels qui sont là. Il y a quelqu'un? Par exemple, sur la rééducation intensive? Tu as vu la question? C'était Oussala, monsieur ou madame Oussala, qui disait bon, on sait que le cerveau est plastique, donc mettons le paquet. Donc oui, on peut parler de la rééducation intensive, mais vas-y, tu maîtrises mieux que moi. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est vrai que par exemple, chez l'adulte, il a été démontré, par exemple, et pourtant ils sont moins plastiques, hein, que par exemple, après un AVC, c'était quand même mieux d'être pris en charge dans un service spécialisé avec une rééducation initiale, intensive, multidisciplinaire. Alors après, chez l'enfant, c'est vraiment particulier parce que quand c'est des AVC, je ne sais pas, in utero ou néonataux, au moment où l'AVC survient. Donc cette idée-là, c'est quand il y a une lésion cérébrale récente, c'est peut-être bien, c'est vrai, au début de mettre le paquet. En tout cas, chez l'adulte, ça a été démontré, chez l'enfant, à ma connaissance, non. Mais intuitivement, disons, chez un enfant qui a un AVC acquis, j'aurais tendance à dire que, au moins sur la phase initiale, c'est probablement utile d'avoir une rééducation pluridisciplinaire assez intensive, si l'enfant, évidemment, en a besoin. Surtout quand les difficultés qu'il a seraient un vrai problème pour retourner à l'école sans des très gros aménagements. Après, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maintenir non plus raisonnablement pendant des années. Il y a un moment où il faut reprendre un équilibre entre les activités du quotidien, l'école et la rééducation. Et quand c'est des AVC périnataux ou néonataux, ça vous savez mieux que moi, mais je dirais, il faut sûrement les suivre de près et proposer de la rééducation s'il y a des difficultés, mais probablement, on ne peut pas mettre en place un truc intensif immédiatement après l'AVC puisque ça serait compliqué. Oui, on revient à cette histoire d'équilibre. Et alors, la mode actuelle, alors je ne sais pas si c'est une mode au sens
positif ou négatif du terme, pour la rééducation intensive, parce qu'elle n'est pas soutenable à long terme, hein. De toute façon, personne ici dans la salle ne ferait quelque chose d'intensif pendant très très longtemps. Enfin, c'est intenable. C'est plutôt sous forme de stage. Alors, c'est des stages qui peuvent, sous forme même de camp, hein, ou en immersion, qui peuvent durer 15 jours pendant les vacances, et puis on en refait 1, 2 ans après, et ainsi de suite, parce qu'il semble que ça semble se maintenir. Et ça, je pense que c'est possible seulement, justement, chez des enfants qui sont à distance de leur AVC. Je pense que si on fait ce genre de camp, là, comme Abitil ou autre, à un enfant dans les 3 mois qui suivent un AVC où il est encore très fatigable, et je ne pense pas qu'il tiendrait le rythme, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Stéphane, docteur Chabrier, Mickaël Dinomé à Angers, je me permets juste d'intervenir parce que je vois aussi les éléments du chat. Je pense qu'il y a aussi différentes questions. Il y a la rééducation intensive, pour quel système? Parce que quand les parents parlent de plasticité cérébrale ou de récupération, ainsi de suite, on sait que ça dépend si le langage répond pas de la même façon à la motricité ou aux fonctions cognitives, et ainsi de suite. Et qu'il y a effectivement un engouement pour les stages intensifs. Sur les données de stages intensifs de rééducation cognitive ou langagière, il n'y a rien dans la littérature pour les enfants, hein. Et donc, je pense qu'il faut aussi savoir de quels objectifs on se fixe. Et ce que vous dites à juste titre, Mathilde, M. Pouet et puis Stéphane, c'est aussi, il faut du temps pour l'enfant qui doit aussi grandir avec une sociabilisation avec des enfants, avec ses parents, et que tout le monde ne doit pas se transformer en thérapeute. Et c'est très compliqué, ça. Oui, moi je voudrais rajouter par rapport à la plasticité que la plasticité cérébrale, c'est que quand un cerveau est soumis à un apprentissage, il va forcément se reconfigurer. Ça, c'est la plasticité cérébrale. On peut apprendre toute sa vie et on peut reconfigurer les réseaux cérébraux en lien avec cet apprentissage. Ça ne veut pas forcément dire que le cerveau va se réparer. Et puis, quand une fonction est déficitaire et qu'on va aller chercher d'autres localisations cérébrales pour restaurer cette fonction, si tant est que ça soit possible, il ne faut pas oublier non plus que ces autres localisations cérébrales, elles étaient peut-être dévolues pour autre chose. Et je me souviens de Francine Lucier, dans son gros livre sur la neuropsychologie de l'enfant, qui avait vraiment explicité l'histoire d'un, je ne sais plus si c'était un petit garçon ou une petite fille, mais qui avait 5 ans et qui avait effectivement remis du langage en utilisant son hémisphère droit, mais qui était devenu carrément bien dyspraxique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc la plasticité, bien sûr que les parents, ils ont raison de dire, si on ne fait pas l'effort maintenant, il ne risque pas de se passer grand-chose, mais ça a des limites, voire même, quelquefois, ça peut avoir un effet un petit peu paradoxal. Voilà. Oui, on est tout à fait d'accord. Alors, bon, je listais un petit peu les dessins. Je crois que notre dessinateur, dont je ne me rappelle plus le nom, finalement présente par l'humour, hein, si on peut appeler ça de l'humour, en tout cas par le dessin, tout à fait, je veux dire, il y a 2-3 dessins qui sont exactement, qui expriment beaucoup mieux notre pensée que par des mots. Je vais juste reprendre 2-3 questions là, et puis dire une chose sur laquelle a dit M. Dinomé. Il ne faut pas tout attendre des professionnels, et il parlait du langage. Je ne sais pas si un centre de rééducation, enfin un stage plutôt de rééducation du langage existe, mais le langage, ce n'est pas que l'affaire de l'orthophonie. Je reprends l'histoire de cette petite H qui lisait des romans. Elle rééduque son langage en lisant des romans, c'est-à-dire que le langage, c'est bien l'orthophonie parce que justement c'est un professionnel qui sait faire des bilans, qui sait lister les difficultés, les potentialités. Mais vous allez lire un livre, vous allez jouer avec vos copains, vous allez au théâtre, que sais-je. Vous faites un après-midi, je ne sais pas, laser game ou escape game, que sais-je. Et bien ça rééduque le langage parce que vous êtes bien obligé de parler. Donc la plasticité, l'apprentissage, le développement, ce n'est pas que l'affaire des professionnels, c'est aussi l'affaire de la vraie vie. Notre cerveau, il est plastique tout le temps, parce que si on fait quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas fait hier, c'est parce que notre cerveau s'est adapté. Une question sur le Moya Moya. Oui, vas-y. Je disais, il y a une revue de la littérature récente qui est sortie sur justement les interventions efficaces sur les fonctions cognitives et le comportement chez les enfants cérébrolésés, donc en tout cas qui ont une lésion cérébrale acquise. Et en fait, ce qui ressort, c'est que souvent, quand on veut rééduquer la mémoire ou l'attention, ce qui est souvent utilisé, c'est des exercices papier-crayon ou informatisés ou tout ce qu'on veut. Et on mesure, par exemple, l'attention ou la mémoire avant, on mesure l'attention ou la mémoire après avec des tests. Et ce qui manque très souvent, c'est, OK, j'ai amélioré les scores de mémoire,
mais est-ce que cet enfant a des meilleures capacités de mémoire ou d'attention dans sa vie de tous les jours? Et en fait, quand on rééduque un enfant, on doit avoir en tête cette généralisation et ce transfert dans les activités de la vie quotidienne, parce que c'est ça qu'on vise. On s'en fiche presque d'améliorer les scores. On veut qu'il oublie moins son traitement, qu'il apprenne plus facilement ses leçons, qu'il s'organise mieux à l'école, etc. Et en fait, finalement, les interventions qui ont le plus prouvé, en tout cas dans des études bien menées, leur efficacité, que ce soit pour les fonctions cognitives ou le comportement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de rééducation, mais en tout cas, c'est indispensable d'impliquer les parents, comme ils appellent ça les everyday people, donc ça peut être aussi les AVS, les enseignants, en tout cas les gens qui côtoient l'enfant au quotidien, pour pouvoir lui suggérer des stratégies, le guider en tout cas dans certaines activités et certaines choses dans sa vie de tous les jours pour améliorer sa vie, son fonctionnement dans sa vie de tous les jours. Donc c'est super important de garder ça en tête et pas complètement déconnecter non plus les séances de la vraie vie. Voilà. Tout ce qui est appliqué dans la vraie vie va être répété, répété, et plus on répète, plus c'est intégré. Voilà, alors, oui, je suis désolé Mathilde, mais c'est passionnant et je pense qu'on pourrait discuter des heures. Après, je pense qu'il faut passer à la table ronde, il est déjà 19h15. Juste un tout petit mot, parce qu'il y a eu une question sur la maladie de Moyamoya. Je dirais, ce qui est vrai en première approche, c'est que finalement, quand on parle de suivi, de long cours, la cause importe peu. Si on a un accident, un trauma crânien, finalement, qu'on l'ait eu à vélo ou en voiture, finalement, on s'intéresse plutôt aux cicatrices, aux conséquences. Donc, je dirais que pour l'AVC, c'est un peu pareil. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil, parce que la maladie de Moyamoya est une maladie chronique et on sait bien que les enfants qui ont une maladie de Moyamoya sont, par exemple, très fatigables, si vous voulez. Donc, je dirais qu'en première approche, ce n'est pas la cause qui nous intéresse beaucoup, nous, en soins de suite. Mais enfin, bien sûr que la cause est à prendre en compte en fonction de l'enfant. Et je crois qu'il faut passer à la table ronde maintenant, puisque on va y aller pour une trentaine de minutes. Je continuerai à noter les questions et peut-être que les 4 intervenantes vous présenterez à tour de rôle. Ça sera mieux que si je vous introduis chacune comme une espèce de catalogue, quoi. Donc, on peut y aller. Bonsoir. Du coup, je vais prendre la main. Je suis la première personne à intervenir sur cette table ronde. Je vais vous partager mon diaporama. Hop. Alors, donc moi, je suis Virginie Bayargeau. Je suis infirmière puéricultrice de formation et je suis responsable coordinatrice de territoire pour Vive 3 Pays de la Loire en ce qui concerne les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc, en fait, moi, je suis invitée là ce soir pour évoquer avec vous l'accueil et le parcours de l'enfant, en fait, en établissement d'accueil du jeune enfant. Donc, des établissements dits classiques, pas un accueil spécialisé dans un établissement spécialisé. Alors, bien évidemment, tout va dépendre également de la temporalité, c'est-à-dire à quel moment on va accueillir cet enfant porteur de handicap, pour nous, c'est comme ça qu'on le nomme, soit avant, du coup, l'apparition de déficiences, soit dans un deuxième temps avec les déficiences qui sont acquises en cours d'accueil. En tout cas, en ce qui concerne les établissements classiques d'accueil du jeune enfant, on est sur un accueil qui est prioritaire. C'est-à-dire que les parents peuvent s'adresser directement aux établissements. Après, tout dépend, en fait, les possibilités d'accueil et le besoin, bien évidemment, de la famille. En tout cas, toutes les demandes sont bien sûr étudiées. Il est important aussi de faire le lien, puisque du coup, comme on est sur un établissement où vous avez des enfants lambda sur les accueils, il faut adapter la pathologie de l'enfant accueilli avec le groupe d'accueil, c'est-à-dire l'âge de l'enfant aussi. Quel est le besoin de la famille, c'est-à-dire quel temps d'accueil et surtout qu'est-ce qui est possible de faire parce qu'on n'est pas forcément doté en termes d'effectifs ou de matériel. Donc, du coup, il faut vraiment faire un vrai état des lieux avant de débuter l'accueil avec la famille. Et puis, on prévoit ensemble, on va voir ensuite plus tard, l'accompagnement qui peut être nécessaire.
En tout cas, ce que je voulais faire passer comme message, l'accueil prioritaire, c'est vraiment à retenir. Et puis, il faut s'adresser directement à l'établissement de référence de la commune. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, hein. Vous êtes rattaché à des établissements ou, dans le cadre de l'entreprise également, on peut avoir des places. En tout cas, il faut s'adresser directement à ces établissements pour pouvoir étudier la question. Parce qu'il y a aussi les horaires d'ouverture qui peuvent être un impact. Voilà. Alors, du coup, si on continue sur cette présentation, dans le parcours de l'enfant, donc une fois qu'il est possible d'accueillir un enfant en crèche, souvent ce qui est préconisé, c'est d'établir dans ces situations un PAI, qui est un projet d'accueil individualisé, où là, on est en lien vraiment rapproché avec la famille, le médecin référent de l'enfant, hein, qui le suit dans le cadre de sa pathologie, et puis le médecin référent de l'établissement. Donc l'idée, c'est vraiment d'écrire un document qui correspond aux besoins réels de l'enfant, avec les besoins spécifiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un régime particulier, ça peut arriver, hein, des enfants qui ont fait un AVC, on peut avoir un problème avec des fausses routes, donc adapter l'alimentation dite classique à cet enfant. On peut prévoir dans ce cas-là aussi de l'alimentation, de demander à la famille de fournir, quand c'est vraiment très très spécifique, soit du matériel, soit des repas éventuellement. En tout cas, ce PAI, on doit être sur une validation qui est commune à l'ensemble des parties. C'est-à-dire qu'on s'engage tous à respecter ce qui est prévu pour cet enfant. Et puis, on doit le réajuster au cours de l'accueil le plus régulièrement possible dès qu'il y a des modifications. Puisque du coup, on ne peut pas se permettre, on est à un lieu de vie, en fait, classique. Donc, on n'a pas la compétence, en tout cas, de réajuster sans que ce soit validé par les médecins de l'enfant, bien sûr, et puis la famille qui donne son accord. Voilà. Je voulais juste faire un petit focus également. C'est vrai qu'en établissement classique, hein, vous avez des professionnels de la petite enfance. Donc moi, je suis infirmière puéricultrice, mais vous avez aussi des éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture ou des aides petite enfance qui sont titulaires de CAP petite enfance. Donc on n'a pas tous la même formation et la même histoire et la même vécu vis-à-vis de l'accueil de l'enfant différent. Donc, il est important quand même de repérer le besoin de l'enfant. Donc là, un besoin spécifique, par exemple, un enfant qui a une sonde pour s'alimenter, une sonde nasogastrique, par exemple. Si on doit alimenter l'enfant en cours de journée, bien évidemment, il faut passer par de la formation spécifique, puisque l'ensemble des intervenants n'ont pas forcément une qualification pour le faire. Donc ça, c'est en fonction du besoin repéré pour l'enfant. Vous avez, alors, au sein des établissements, de nombreux outils qu'on utilise pour observer l'enfant, mais là, on est vraiment dans l'observation dite classique, mais on peut utiliser aussi des outils d'observation de repérage qui pourraient permettre à l'accompagnement de l'enfant à l'extérieur par les partenaires qui sont en lien sur sa prise en charge. Donc voilà, ça c'est vraiment très, très spécifique. Et puis, il existe également des formations qui sont très adaptées, en tout cas, pour les professionnels de l'accueil classique, pour pouvoir les aider dans leur quotidien, puisque ça peut faire référence aussi à des vécus personnels. Donc, il faut aussi pouvoir les accompagner, les professionnels, pour qu'elles puissent mieux accompagner les enfants sur les établissements. Voilà. Alors, l'idée vraiment de ce partage et de ce parcours, c'est vraiment d'être en lien avec ce qui se vit à l'extérieur de la structure. Comme je vous disais, on est sur un lieu de vie classique. On n'est pas là pour soigner l'enfant, hein, donc du coup, on est vraiment là pour nommer et privilégier aussi cet espace de vie de l'enfant dans nos établissements. Par contre, on est en lien, bien évidemment, avec l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de sa rééducation, notamment, qui peuvent venir récupérer l'enfant éventuellement sur l'établissement ou alors partager nos expériences de vécu pour améliorer sa prise en charge. Hop. Alors, juste pour information, là je vous ai mis cette petite slide, c'est vrai que quelquefois il y a un besoin de dispositifs spécifiques. Et donc nous, à notre niveau, on peut avoir ce qu'on appelle, donc c'est pas très joli comme dénomination je trouve, mais le bonus handicap inclusion, qui nous permet d'avoir une dotation un petit peu plus importante pour pouvoir accueillir des enfants différents. Donc on doit renseigner effectivement à chaque fois qu'on a un enfant dans ce dispositif-là.
Mais on peut également avoir des aides au financement quand il s'agit d'acheter du matériel spécifique. Je pense à une petite fille actuellement sur un établissement qui a besoin d'un siège qui va la maintenir droite. Donc là, c'est quelque chose qui n'incombe pas forcément à la structure, mais la famille peut faire une demande d'aide spécifique, notamment auprès de, donc nous dans le 49, c'est la MDA ou la MDPH dans d'autres départements. Voilà. Donc en tout cas, il peut y avoir des aides qui permettent à l'ensemble des établissements d'accueillir facilement les enfants. En ce qui concerne l'accompagnement de ces familles, c'est quelque chose qu'on fait également pour l'ensemble des familles, bien évidemment. Mais bien sûr, là, on a un besoin très particulier de maintenir des échanges réguliers. Parce que s'il y a besoin d'adapter la prise en charge à l'enfant, il faut qu'on ait vraiment cet échange régulier pour pouvoir le faire. Voilà, donc on réajuste à ce moment-là, bien évidemment, les besoins spécifiques. Donc dans un PAI, alors généralement on dit qu'on doit le réajuster une fois par an, mais bien sûr on est sur une tranche d'âge où l'enfant donc on accueille à partir de 2 mois et demi jusqu'à 4 ans. Bien évidemment on est sur une partie où ça évolue très rapidement. Donc il est important de faire des points quand même assez réguliers avec la famille et les partenaires. Donc, quand je mets rencontre avec les partenaires, c'est bien sûr quelque chose qui est régulier et je le mettrai également avec l'accompagnement vers un autre dispositif parce que c'est vrai qu'on est sur un lieu de vie qui a une durée limitée. Bien sûr, on peut accueillir les enfants, donc normalement jusqu'à 4 ans, mais dans ces dispositifs très particuliers, il est possible d'avoir une dérogation auprès de la PMI qui nous donne l'agrément jusqu'à 6 ans. Donc là, par contre, on est vraiment sur quelque chose, on étudie au cas par cas, parce que bien sûr, il n'est pas forcément question d'accueillir les enfants jusqu'à 6 ans, c'est pas le but. Mais quelquefois, ça peut venir en complément avec d'autres partenaires, notamment des CESAD ou des CAMS qui prennent en charge les enfants également. Mais ça peut être aussi d'accompagner la famille vers un lieu scolaire ou un établissement spécialisé autre, où là, on peut aussi permettre des observations sur le lieu de vie pour pouvoir adapter ensuite les besoins. Je repense à une situation d'un petit garçon où on l'a orienté, on l'a accompagné vers une maternelle classique. Mais il y avait des besoins quand même spécifiques où on a dû rencontrer la directrice de l'école, la famille conjointement, pour pouvoir mettre en place dès le début une AVS pour cet enfant en nommant dès la rentrée en fait les besoins spécifiques pour lui. Voilà ce que j'avais à dire sur mon intervention. Bonjour, donc je suis Virginie Hoche, je suis la deuxième intervenante de cette table ronde. Je vais vous partager mon PowerPoint. Et on va pouvoir commencer. Donc, je suis Virginie Hoche, je suis responsable thérapeutique de l'association Envoludia. Un petit point rapide sur Envoludia, c'est une association de famille, on est basé essentiellement en Île-de-France. On a 22 établissements de la toute petite enfance à l'âge adulte, 19 en Île-de-France et 2 dans les Alpes. Parmi ces établissements, on a 6 établissements d'accueil du jeune enfant. C'est surtout sur cela qu'on va faire le focus aujourd'hui. Donc 3 pôles, on va surtout s'intéresser au pôle petite enfance de l'association. C'est important, je reprends un tout petit peu la création pour que vous compreniez mieux la suite. C'est créé dans les années 60, enfin en 1978 par l'APETREM. L'APETREM, c'est qui? C'est des parents, c'est un kiné, Michel Lemétayer, et un neurologue, le professeur Guy Tardieu. Cette association a été créée au départ pour les enfants particulièrement atteints de paralysie cérébrale. Aujourd'hui, c'est ouvert un tout petit peu plus aux autres déficits neuromoteurs, mais qui vont avoir des troubles apparentés. Le but, c'était quoi? C'était de permettre aux enfants atteints de paralysie cérébrale d'avoir une prise en charge thérapeutique qui était précoce, donc par des kinés
accueillir ces enfants dès la première période de vie. Et pour que cette précocité, enfin ce travail précoce puisse être mis en place non seulement par les séances de rééducation, mais aussi dans le quotidien de vie de l'enfant, ils ont très rapidement décidé de créer des jardins d'enfants. Et la spécificité de ces jardins d'enfants, c'était à l'époque que les jardins d'enfants avaient un cabinet de rééducation libérale sur le lieu de vie, sur le lieu de la crèche, et donc qui permettait que ces enfants reçoivent les séances de rééducation sur le lieu de vie. Je parle un peu au passé, on va voir un peu comment c'est modifié, mais globalement, la structure pour une majorité de nos établissements est restée comme ça. On se retrouve donc avec 6 crèches, enfin 6 établissements d'accueil du jeune enfant. Donc il y en a 5 sur Paris et 1 en région parisienne en 93. La majorité, on accueille 1/3 d'enfants en situation de handicap et 2/3 d'enfants du quartier. On a sur les 3 premières structures qui sont en bleu plus foncé sur le tableau, c'est uniquement ces 3 structures qui ont aujourd'hui un cabinet de rééducation accolé à la crèche. Par contre, la spécificité de ces établissements, ainsi que de l'établissement Doula Balou, qui est un établissement dans le 93 qui, lui, n'a pas de cabinet thérapeutique, c'est d'avoir un poste de coordinateur sur le lieu même de la crèche. Après, on a 2 autres établissements qui sont des crèches plus ordinaires, qui n'ont pas de poste de coordination, qui n'ont pas de cabinet de rééducation libérale, qui s'apparentent un petit peu plus aux crèches dont parlait Virginie juste avant. Et on a une capacité d'accueil de 20% d'enfants en situation de handicap et 15% pour la deuxième. Ces lieux sont des vrais carrefours de compétences entre les parents et les professionnels, mais au sein même des crèches, entre les équipes éducatives et thérapeutiques. Pour vous donner un petit exemple, sur la crèche du Chalet, qui est une crèche dans le 11e à Paris, en 2020, au cabinet thérapeutique, il y avait 60 enfants et familles qui étaient suivis. Et parmi ces 60 enfants, 14 ont eu la possibilité d'être accueillis sur le lieu de vie de la crèche. Le concept fondateur de ces établissements, c'est l'éducation thérapeutique. Donc, la définition de Michel Lemétayer, ça serait de modifier l'organisation motrice pathologique en proposant à l'enfant d'agir autrement. Plusieurs champs d'action pour ça. C'est d'abord une précocité. On a parlé de la plasticité cérébrale dans les premières interventions. Évidemment, plus on va accueillir cet enfant tôt et plus on va pouvoir mettre des stratégies en place de bonheur et meilleure sera la récupération. Tout est basé, en tout cas beaucoup de choses sont basées sur les niveaux d'évolution motrice, tous ces passages d'une position à une autre que l'enfant va acquérir dans son enfance. Un maximum de répétitions, ça vous allez voir comment ça va être important dans le quotidien de vie de l'enfant. Une socialisation parce que il n'y a rien de mieux que d'imiter ses copains. Un transfert de compétences entre les 2 équipes rééducateurs et éducateurs dans le quotidien de vie de l'enfant et l'accompagnement parental puisqu'il va y avoir un accompagnement et de la parentalité et de ce bouleversement qu'est l'arrivée du handicap dans une famille, mais aussi le transfert de compétences avec les parents. Pardon. Hop. Voilà. Alors, l'éducation thérapeutique, on peut avoir plusieurs domaines de l'éducation thérapeutique. Au niveau de la motricité, déjà, pour commencer, là, vous voyez Théo. Donc, Théo, à droite, il est en séance de rééducation avec la kiné et sa maman. On travaille la dissociation des 2 membres inférieurs. Avec une je ne crois pas. Ah si, voilà, parce qu'on ne voyait pas Théo tout à l'heure. Mais là, ça a l'air d'arriver. C'est bon? Parfait. Moi, elle a mis du temps à arriver aussi chez moi. C'est bon, continuez alors. Donc, elle va vraiment travailler toute cette dissociation du membre inférieur droit. Et par contre, quand on le voit sur le lieu de vie de la crèche à gauche, on voit ce petit garçon qui rampe avec une grande extension, un schéma d'extension assez important. Et le but, ça va être vraiment d'essayer de l'aider à recréer cette dissociation au niveau des membres inférieurs. Je vais vous montrer un tout petit extrait d'une vidéo. Alors, je vais sortir d'ici, que vous allez pouvoir retrouver, si vous voulez voir l'intégralité de cette vidéo, que vous allez pouvoir retrouver sur Alors, pardon, je l'avais préparée, mais évidemment, elle n'est plus là. Si. Sur le site internet d'Envoludia, sur la chaîne YouTube de l'association. Donc là, je vous montre un petit peu
comment est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce qu'on relaye en fait ce qui est appris en séance sur le lieu de vie de l'enfant. Dites-moi si vous entendez bien le son ou s'il faut que je clique sur le son. Moi, je n'ai pas l'image et pas le son. Vous avez dit? Ok, ça marche. Alors, donc effectivement, elle n'apparaît pas non plus là. Mince. Alors, je vais refaire la manip. Désolée, on a fait nos tests avant, ça fonctionnait bien. Et là, alors, je relance. C'est bon, ça devrait fonctionner là normalement. En tout cas, ça apparaît. Voilà, donc là, il n'y a pas de son encore, ça va arriver. Voilà. Donc, on est sur un petit garçon qui présente une hémiplégie gauche. On est sur un travail de manœuvre de décontraction semi-automatique en séance avec une acquisition de l'ouverture de la main. Et c'est relayé par l'éducateur là sur les temps de chanson. Sur la tête, aux épaules et en avant. Bras croisés sur les côtés. Moulinez et on se fait. On se dit bon appétit à vous aussi. Merci. À table, les grands et les petits. À table, à tous bon appétit. Merci. Donc là, c'est repris sur le temps de repas par l'éducatrice qui l'accompagne au repas pour favoriser l'ouverture de la main et attraper son bol. Alors à cette époque-là, Vincent, il a 2 ans. Il faut savoir que aujourd'hui, bon, il est plus grand, hein, mais à ses 4 ans, il était complètement autonome sur ce mouvement. Il avait vraiment acquis une ouverture de pouce intéressante. Alors, je vous laisse celui-ci puisqu'il est très fonctionnel aussi. Donc on voit bien sur le lieu de vie l'intérêt des réactions qui descend lui-même de son siège avec une petite main gauche toute ouverte. Donc on a un peu comme ce que pouvait dire Virginie aussi tout à l'heure, hein, tout ce qui est accompagnement du repas, on a des protocoles d'accueil individualisés aussi pour les enfants, et puis l'orthophoniste qui peut venir accompagner les collègues et les éducateurs sur des gestes spécifiques, techniques, des textures adaptées, tout ça. Il y a un projet communication aussi qui est important puisque quasiment tout est signé le plus possible, que ce soit sur les temps des chansons, que ce soit sur les temps de regroupement. Là, sur un temps de change, on voit en haut à droite, c'est une auxiliaire de puériculture qui remet le corset d'une enfant. Donc tout est accompagné et signé avec des cahiers de vie aussi qui font le lien à la maison. On peut aussi travailler sur tout ce qui va être prévention des troubles orthopédiques, puisqu'on a la chance au sein de la crèche d'avoir en référent un médecin de rééducation qui est le docteur Francis Camerin, qui est médecin aux hôpitaux nationaux de Saint-Maurice. On fait aussi la conception des appareillages et ça permet d'ajuster les appareillages sur le quotidien de vie de l'enfant, avec le petit garçon avec son trotte-lapin en bas.
il y a un gros projet de formation qui est mis en place au sein des établissements. C'est-à-dire que soit on se forme entre nous dans les établissements, soit on fait appel à des formations à l'extérieur. Et ça, Virginie, elle en parlait aussi, mais c'est clair qu'il faut absolument qu'on accompagne les équipes éducatives sur le handicap des enfants, puisque ça ne s'invente pas, c'est pas évident. Il faut bien se rendre compte qu'il y a un tiers d'enfants en situation de handicap, mais il y a aussi 2 tiers d'enfants du quartier. Donc, c'est quand même entre 20 et 25 enfants toute la journée sur un même groupe, tous ensemble. Et ça nécessite vraiment des spécificités importantes. Là, pour vous montrer un exemple d'un emploi du temps de Théo. Donc, Théo, à ses 2 ans, il était 4 jours sur la crèche et 1 jour avec sa maman. Et ces temps sur la crèche sont assez modulables dans le sens où il avait 2 petites journées où il pouvait finir à 14 h, 2 journées plus grandes où on venait le chercher à 18 h, et au milieu, ces séances de rééducation qui lui permettaient de ne pas courir et qui permettaient aussi à maman de reprendre son travail et de ne pas courir à droite et à gauche. Je dis maman parce que les parents, suite à ça, à cette période-là, se sont séparés. Et la maman avait beaucoup de choses à gérer déjà. Ça, c'est l'emploi du temps l'année d'après, où il est rentré à l'école, et ça nous permet d'avoir cette soupape où il a été 3 jours à l'école, où il a continué à être 2 jours à la crèche, pour l'amener tout doucement sur un cursus scolaire ordinaire. Et ça nous a permis de voir que le cursus scolaire ordinaire pour Théo, c'était compliqué. Donc, il est parti 2 ans sur l'hôpital national de Saint-Maurice, et aujourd'hui, il a réintégré un cursus ordinaire. Donc, cette soupape, on les accueille tous jusqu'à 6 ans. Là, pour le coup, on n'a pas besoin de dérogation. On a la possibilité de les accueillir jusqu'à 6 ans. Ce n'est pas une obligation du tout, mais par contre, c'est une vraie soupape pour laisser le temps à l'enfant et à la famille. Donc, l'après-crèche, évidemment, il faut faire très attention à cette orientation, bien accompagner la famille. Ça peut être l'école, mise en place d'un service de soins à domicile. Ça peut être aussi une école spécialisée, un IEM, un IME. Tout ça, ça se fait en lien avec le CAMS et le CESAD, si CAMS et CESAD il y a. Pourquoi je dis si CAMS et CESAD il y a? Parce que dans les crèches, dans les 2 autres crèches qui n'ont pas de coordination ni de cabinet thérapeutique, en fait, c'est un petit peu comme les autres crèches dont vous a parlé Virginie tout à l'heure. Donc là où je voudrais conclure, c'est à quoi il faut faire attention et là où il faut mettre le paquet quand on a un enfant qui a des besoins spécifiques et qui est accueilli dans sa crèche de quartier et qui n'a pas la chance, comme à Envoludia, de pouvoir avoir des personnels et des professionnels dédiés. Il faut absolument coordonner le parcours de l'enfant entre tous les partenaires. Et coordonner, ce n'est pas facile. Dans une crèche ordinaire, il n'y a pas beaucoup de cadres, il y a le responsable et puis souvent c'est tout. Et les professionnels ne peuvent pas forcément coordonner le parcours de l'enfant. Les CAMS, eux, ils ont 150 enfants. Ils n'ont pas non plus la possibilité de coordonner tout. Donc, il faut vraiment arriver à identifier quelqu'un qui va être capable de coordonner ce parcours. Coordonner le parcours, ça veut dire être attentif à tout ce qui se passe autour de l'enfant pour essayer d'optimiser au maximum le potentiel de cet enfant. Coordonner le parcours, ça va être, par exemple, ouvrir la crèche au rééducateur pour permettre le transfert de compétences en situation réelle. C'est pas tout que de pouvoir échanger avec les professionnels des CAMS ou des libéraux à côté sur, oui, on lui fait faire ça. Il faudrait pouvoir lui faire des manœuvres de décontraction avant chaque activité motrice. Oui, mais c'est comment? Comment on fait avec cet enfant-là? Et ça, il n'y a qu'en ayant vraiment le rééducateur à disposition pour pouvoir le faire. C'est aussi former les équipes de la crèche aux gestes techniques, mais aussi à l'accueil du handicap. Parce qu'évidemment, l'accompagnement de la famille, il va être primordial et l'accueil du handicap, il est complexe. Et puis évidemment, le dernier point, ça va être, donc je le redis, mais accompagner les familles, non seulement dans sa découverte du handicap, mais aussi toutes les possibilités d'activités éducatives différentes qu'on va pouvoir proposer à un enfant. Parce qu'être parent d'un enfant avec des besoins spécifiques, ça s'apprend et ça s'accompagne. Donc l'accompagnement de la parentalité, mettre le paquet sur l'éducation thérapeutique, c'est vraiment accompagner la famille sur comment on reproduit ces gestes. Ça ne veut pas dire leur demander de devenir des rééducateurs, mais par contre, quand on intègre une manœuvre de décontraction semi-automatique d'un membre supérieur, comme on a pu le voir avec Vincent tout à l'heure, pendant le repas, avant le repas, au moment de l'habillage, des habillages, quand il descend de son siège, et ça, c'est optimiser le potentiel de récupération de l'enfant ou en tout cas de plasticité cérébrale.
Je vous remercie de votre attention. Alors, donc, je me présente, je suis Cécilia Pinault, je suis neuropsychologue à l'UEROS d'Angers. Donc, on va vous présenter avec ma collègue Édith Cousin notre service où on travaille et plus particulièrement les prestations jeunes. Donc, avant de vous présenter les prestations jeunes, on va vous expliquer un petit peu ce qu'est l'UEROS. Donc, l'UEROS, c'est une unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation socio-professionnelle. Donc, c'est une structure qui s'adresse à toutes les personnes qui ont eu une lésion cérébrale acquise et pas seulement un AVC. Donc, on accueille aussi des personnes qui ont un traumatisme crânien, qui ont une tumeur cérébrale, de l'épilepsie, vraiment tout type de lésion cérébrale acquise. C'est une structure qui intervient plutôt à la phase de rééducation. Donc, en fait, les personnes sont rentrées chez elles, elles ont repris le cours de leur vie et on intervient souvent quand il commence à se poser une difficulté au niveau de l'insertion socio-professionnelle qui peut être repérée soit par la famille, soit par leurs proches ou soit par un autre partenaire. C'est une structure qui est plutôt à destination des adultes. Donc, on a plusieurs types de prestations qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Mais on a aussi une prestation qui s'adresse aux enfants. Donc, c'est celle-ci qu'on va vous détailler un petit peu plus. Bonjour, donc moi je suis Édith Cousin, je suis psychomotricienne à l'UEROS. Voilà, donc on va avancer. Donc on va faire un petit peu d'historique pour vous expliquer pourquoi notre structure qui accueille des adultes s'est en fait intéressée à la situation des enfants et plus particulièrement des jeunes. Depuis plusieurs années, on faisait le constat dans nos établissements qui reçoivent vraiment un public adulte que l'accompagnement était différent chez les adultes qui avaient eu leur lésion cérébrale dans l'enfance. Même à l'âge adulte, on trouvait des différences en fait dans la façon dont ça se traduisait. Et à un moment donné est arrivé un nouveau décret au niveau des UEROS qui a supprimé la notion d'âge. Avant, l'UEROS était vraiment réservé qu'aux adultes à partir de 18 ans. Et ce nouveau décret, il a supprimé cette notion d'âge. Donc, on était déjà un certain nombre de collègues à l'époque à s'intéresser à la situation des enfants cérébrolésés et des jeunes. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'aller essayer de voir un petit peu comment ça se passe chez nous, dans la région angevine, pour la prise en charge des enfants et des jeunes cérébrolésés. Alors, on a déjà commencé par participer à un groupe de réflexion nationale avec toutes les UEROS. Enfin, une partie des UEROS ont participé sur toute la France, justement pour essayer de réfléchir à comment on pouvait transposer notre modèle adulte chez les enfants et les jeunes. En fait, ces travaux, qui ont duré sur à peu près une année, ont mis en évidence un besoin, surtout chez les 15-20 ans, sur la notion de la fin de scolarité obligatoire et la difficulté pour certains en termes d'orientation, soit scolaire, soit professionnelle. Ce qui a été aussi mis en évidence, c'était que la transposition d'un modèle de l'UEROS adulte qui fonctionne sous forme de stage de 6 mois, on en parlera un petit peu après, était difficilement transposable, notamment pour des raisons des difficultés d'hébergement et des responsabilités inhérentes à la prise en charge des mineurs, puisque les UEROS sont régionales. Donc souvent, on propose un hébergement aux personnes qu'on accueille, parce qu'ils ne viennent pas forcément de la région, de la proche région. Et donc du coup, pour les enfants, c'est compliqué de trouver une façon de les accueillir. Ce groupe de travail, il était à destination après des groupes de directeurs du UEROS, et pour le moment, il n'y a pas eu de suite donnée sur le plan national à ce travail. Nous, du coup, dans la région angevine, on s'est questionné sur ce qui se passait pour les enfants chez nous, puisque nous, on connaît Saint-Maurice et la région parisienne et son organisation, mais en province, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on a essayé de faire des enquêtes et un recensement sur les modalités de prise en charge des enfants cérébrolésés, plus largement, pas forcément AVC, hein, plus large, les enfants et les jeunes sur les départements du 49, du 53 de la Mayenne et de la Sarthe. À l'époque, on a fait un constat, c'est qu'il n'existait pas de dispositif spécifique pour les enfants et jeunes cérébrolésés à la sortie du sanitaire. Dans le sanitaire, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème.
Même, il peut y avoir ce qu'il faut aussi après, mais en fait, souvent, on avait du mal à savoir où étaient passés les enfants, et les ados surtout. Et on s'est aussi rendu compte que souvent, l'orientation, elle s'appuyait plutôt sur les troubles associés, et qu'on pouvait retrouver des enfants avec lésions cérébrales dans différents types de structures. On a eu du mal à faire évoluer notre enquête et avoir des réponses. Il a fallu qu'on aille chercher les professionnels pour savoir un peu où étaient les enfants. Et souvent, en fait, la réponse qu'on avait, c'est « Ah bah oui, c'est vrai, il y a eu une lésion cérébrale, mais ça fait longtemps et on n'y pensait plus, en fait. » Donc, souvent, on s'est rendu compte qu'il y avait un oubli au fur et à mesure des années de l'origine des troubles et de la lésion cérébrale. Alors, avec toutes ces informations-là, on a réfléchi à ce qu'on pouvait proposer et on a décidé de proposer des prestations jeunes. On appelle plutôt jeunes parce qu'avant, on mettait enfants et en fait, on a très peu d'enfants et plutôt des adolescents. Donc, on a préféré plutôt parler de jeunes. Donc ça date, la mise en place date de 2012. Ça a été assez difficile à démarrer, assez difficile pour se faire repérer dans le circuit. On n'a pas créé de structure, ce n'était pas l'objectif. Il n'y a pas non plus un nombre d'enfants sur le bassin angevin très très important. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il peut y avoir sur la région parisienne, par exemple. Donc l'objectif, ce n'était pas de créer une structure. Et du coup, on a plutôt décidé de favoriser le soutien des équipes, des professionnels, des établissements et structures qui accueillent déjà l'enfant ou le jeune. Puisque du coup, on a souvent des professionnels qui n'ont pas forcément toutes les connaissances qui sont en questionnement sur la façon d'accompagner cet enfant ou ce jeune. Et puis, on a aussi décidé d'orienter nos prestations vers l'accompagnement et le soutien des familles, puisqu'on a souvent eu des familles qui revenaient vers nous avec des jeunes qui étaient souvent scolarisés dans le milieu ordinaire et qui, à l'adolescence et quand se pose la question de l'orientation, se retrouvaient un petit peu perdus et avec un milieu scolaire qui n'avait pas forcément toutes les informations sur les séquelles que pouvait avoir l'enfant suite à sa lésion cérébrale. En pratique, ce qu'on propose, c'est des informations et des sensibilisations en direction des professionnels des établissements, mais aussi des familles. On propose aussi des interventions partagées avec les équipes justement des établissements autour d'un objectif précis et formalisé, et un appui expert avec une participation au temps de synthèse, aux réunions d'équipes de suivi de scolarisation. En pratique, l'intérêt de cette prestation, c'est qu'elle se fait sans orientation MDA. Donc, on a une rapidité d'intervention on n'a pas de liste d'attente. On peut intervenir très, très rapidement. Lorsqu'on est contacté par des familles, on peut des fois recevoir les familles dans les 15 jours qui suivent. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Du coup, comme on n'a pas d'orientation MDA pour les prises en charge des enfants et des jeunes, on n'a pas de notion de durée non plus. Donc, comme c'est des prises en charge qui sont très fluctuantes en fonction de l'investissement où les besoins ne sont pas les mêmes au fur et à mesure du parcours, donc on a parfois des jeunes qu'on a plusieurs années dans nos prises en charge, avec des années où on intervient très peu et des années où, en fonction de l'évolution du projet, on va être amené à intervenir beaucoup plus. Donc, pour faire le lien et les demandes, on a des fiches de liaison et qui sont complétées par le prescripteur lorsqu'il nous connaît bien. Par exemple, on travaille régulièrement en lien avec le Centre des Capucins sur Angers et du coup, ils nous connaissent, donc la fiche de liaison, ils la font eux-mêmes. Par contre, quand c'est des fois les équipes qui ne nous connaissent pas ou des familles qui nous interpellent, on remplit cette fiche ensemble parce qu'on leur explique au fur et à mesure ce qu'on peut leur proposer. Du coup, on a pensé vous présenter un tout petit peu le parcours adulte parce qu'on s'est dit que ça faisait du lien avec les ados. Et notre parcours adulte, il peut s'adresser à des jeunes qui ont 18-19 ans. Donc,
Donc, ils ne sont pas si vieux que ça. Et du coup, c'est important. Nous, souvent, les prestats jeunes, elles permettent aussi de faire, d'accompagner le jeune et la famille dans le lien avec un parcours spécifique adulte parfois nécessaire. Donc, du coup, je vais laisser ma collègue vous présenter le parcours adulte très, très rapidement. Donc, pour ce qui est du parcours adulte, donc le dispositif a été créé en 97. Donc, c'est la création des UROS qui à la base était dédié aux adultes de 18 à 60 ans. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui ont une lésion cérébrale acquise. Donc, ce dispositif, il permet une évaluation globale de la situation de la personne. On a une équipe pluridisciplinaire avec beaucoup de professions différentes qui permet d'avoir un regard pluridisciplinaire sur la situation de la personne. Donc, on a une évaluation assez complète et à la suite de cette évaluation, il y a une période de réentraînement qui permet de travailler un projet pour la personne. Donc, ça peut aller de l'autonomie de vie quotidienne, la scolarité, la reprise d'un projet professionnel ou aussi la reprise d'un projet social. C'est vraiment en fonction de la personne et en fonction de ce qu'on a pu voir dans l'évaluation. Donc, à Angers, on a pour les adultes, on a plusieurs types de parcours. Donc, on a un parcours long. Donc, celui-ci, c'est le plus connu. En fait, c'est un parcours qui se fait sur 6 mois, qui peuvent être répartis sur 3 ans et qui est obligatoirement sur orientation de la MDA. Donc, la MDA donne une notification pour accorder ce stage UROS. La notification a une durée de 3 ans. Et après, on peut faire le temps cumulé de maximum de 6 mois qui peuvent être répartis un peu comme c'est possible et en fonction de la personne. Donc pour ce parcours long, on a aujourd'hui un fonctionnement en module que je vous présenterai un petit peu tout à l'heure, enfin juste après. Et donc on a un deuxième parcours qui est plutôt une évaluation courte. Donc, un petit schéma qui résume un petit peu. Donc, en fait, on a une phase d'évaluation et on peut aller soit en prestation courte. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de notification de la MDA. Donc, ça accélère les délais. Ce type de prestation, c'est simplement une évaluation par plusieurs professionnels pour faire une photo à un moment donné de la situation de la personne et proposer des préconisations en fonction de ce qu'on a pu voir. Donc ça, c'est la prestation courte. Et on a donc la prestation longue qui, elle, est sur notification et qui, comme je vous disais tout à l'heure, se découpe en modules. Donc, en fait, pour la partie réentraînement, quand on élabore le projet de la personne, on lui propose il y a 6 modules spécifiques qui vont du module émergence de projet. Donc là, c'est vraiment aider la personne à savoir un petit peu ses envies, vers quoi elle veut s'orienter, parce qu'il y a des personnes qui vont venir à l'UROS avec un projet très précis en tête et d'autres pas du tout. Donc, on a ce module qui existe. On a un module qu'on appelle développement personnel. C'est le module qui regroupe un peu tout l'aspect psychologique, connaissance de soi, estime de soi, à travers divers ateliers, diverses séances. Donc, le module plutôt activité socialisante, là, c'est pour les personnes qui vont reprendre plutôt un projet associatif ou reprendre tout simplement des activités et loisirs. On a le module insertion professionnelle, donc celui-ci, il s'adresse plutôt aux personnes qui vont reprendre une orientation professionnelle, à essayer de trouver un domaine professionnel qui leur convienne et qui soit adapté à leur capacité. On a le module vie quotidienne, donc là, c'est plutôt le travail de toute la vie quotidienne, le ménage, les courses, la cuisine, tout ce qu'on peut trouver. Et le dernier, c'est le module accompagnement administratif, budgétaire et social qui essaie d'accompagner les personnes dans toute la gestion administrative, qui n'est pas quelque chose de très simple à faire. Donc voilà, ces modules, ils sont présentés à la personne et ça permet de construire un petit peu le projet personnalisé en fonction de ses souhaits et de ce qu'on a pu repérer pendant la première phase d'évaluation. Donc voilà en gros pour le parcours adulte qui peut se faire à la suite du parcours enfant comme on disait tout à l'heure. Merci. Non. Voilà pour ce qu'on voulait vous présenter par rapport à notre service. Oui. Alors, 3 mots sur les présentations.
qui rejoignent celles de tout à l'heure, c'est-à-dire, mais peut-être plus en pratique, l'inclusion dans la cité, hein, c'est ce que je retiens des présentations, que ce soit à la crèche ou en lieu de soins. Alors, je dirais un détail tout à l'heure, sur le plan des questions, il n'y a pas grand-chose finalement parce que ça portait peut-être moins sur des aspects techniques que pratiques, donc il y a plutôt quelques commentaires que des questions. Une question sur les causes de l'AVC qui ne sont pas abordées, mais c'est vrai que ce n'était pas tout à fait le thème de la réunion des 4 réunions qui sont plutôt les conséquences. Une question, enfin pas une question, mais une mise au point et qui est une réalité qui est ennuyeuse, qui est que certaines régions, alors bon, pourquoi pas le Maine-et-Loire, sont plutôt bien dotées en établissements, alors que d'autres régions le sont beaucoup moins, ce qui est un gros problème pour les gens qui habitent dans ces régions. C'est vrai que nous, on le connaît moins parce que, par exemple, dans la Loire-Haute-Loire, le tissu médico-social est historiquement très développé. Pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une aide et une chance. On parle beaucoup il y a eu des questions sur les ULIS et sur la scolarité, mais peut-être, Laure, j'ai l'impression qu'il y a une autre session qui sera dédiée plutôt à la scolarité ou au suivi, ou c'était plutôt aujourd'hui? Non, c'était aujourd'hui. On n'avait pas de structure particulière dans le sens où on voulait donner la parole aux extrémités en fait entre la petite enfance et puis la transition vers l'adolescence qu'on entend moins parler, mais effectivement, il n'y avait pas de structure pour les 6-15 ans, en tout cas pas pour ce soir. Voilà, ou même Martinez. Bon, alors après, on ne peut pas tout aborder, hein, forcément, on est tous contraints. Et un petit bémol quand même, alors, qui va un peu à l'encontre des 2 premières présentations. On a reparlé de la précocité du soin, on a reparlé de la plasticité cérébrale qui était à son maximum, on a reparlé de la répétition et de l'intensité. Bon, je redis quand même ce qui a été dit dans les 2 premières, et je sais qu'on avait eu l'occasion d'en parler avec la PETREM à plusieurs reprises, y compris sur des fois où on n'était pas d'accord. Bon, il ne faut pas faire de la plasticité vraiment l'arme absolue contre les lésions cérébrales. Hein. C'est très bien la plasticité, c'est majeur quand on est bébé, mais ce n'est pas ce qui va aider les enfants à récupérer mieux. Donc, il faut quand même un petit peu sortir de cette idée-là, que ça serait l'absolu. Dans le sens où, si j'ai loupé cette période, j'ai tout loupé. Non, il y a encore plein de choses à faire après. Le plus n'est pas forcément le mieux, le plus tôt n'est pas forcément le mieux que le plus tard. Il y a aussi énormément d'enjeux vis-à-vis d'un bébé qui arrive, d'accueil de son bébé et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas s'en vouloir si on n'est pas parti dans une rééducation intensive précoce et qu'on a loupé la fenêtre de plasticité. Ça, c'est vrai que ça traîne beaucoup. C'est vrai qu'on le redit souvent, mais il n'y a pas de preuve scientifique que la plasticité va aider à tout résorber si on l'a fait précocement. C'était juste mon bémol par rapport aux 2 premières présentations. Après, peut-être que d'autres auront d'autres avis, donc à discuter. Il n'y a plus personne? Si, je crois qu'il y a toujours du monde de connecté. Effectivement, comme Stéphane, tu le disais, il n'y avait pas forcément beaucoup de questions. Je pense que ça porte notamment au fait qu'on était sur des explications de dispositifs très, très pratiques. Et donc, c'est toujours intéressant de voir effectivement ce qui se fait à la fois en région, à la fois en région parisienne, dans d'autres, que ce soit sur des structures qui couvrent quand même la France, parce que l'URO, c'est quelque chose qui est national, qu'on retrouve normalement dans chaque région. Donc, je ne sais pas si les uns ou les autres, vous aviez peut-être des commentaires, ou Stéphane, toi, d'autres éléments à apporter à ce niveau-là, avant qu'on puisse clôturer la session. Et après, oui, il y aura le témoignage, après, on reviendra dessus. Oui, bien sûr. Non, c'était très intéressant. J'ai beaucoup parlé, donc je laisse aussi les autres parler. Beaucoup de commentaires, et c'est vrai qu'on n'a pas pu
tout abordé. Bon, ben, après, c'est toujours le cas, quoi. Hein. On le regrette, mais il n'est pas possible de tout lui cerner. Excusez-moi, je voulais juste préciser, effectivement, les URO, c'est national, mais les prestations jeunes qu'on propose, nous, à Angers, il n'y a qu'à Angers que c'est fait, en fait. Hein. Ah, c'est vraiment une démarche. Autant pour moi. Pardon? Autant pour moi, pardon. Non, non, mais c'est pas grave. C'est juste que c'est vachement, justement, c'est très important de le préciser parce que c'est vraiment des initiatives locales. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réseau aussi bien organisé que le réseau d'Île-de-France pour la prise en charge des enfants cérébrolésés au sens large en région et que du coup, en fonction des initiatives locales, il y a des choses qui se font, mais c'est vraiment très, très particulier et les prestations jeunes de l'UROS d'Angers, effectivement, c'était une démarche de la région, de notre UROS, et c'est pas quelque chose qui a été dupliqué ailleurs. Ça pourrait, hein ça pourrait, mais pour l'instant, c'est pas. Ça va sans doute se dupliquer sur Nantes, puisque comme nous, maintenant, on est régionalisé, que l'UROS de Nantes et l'UROS d'Angers sont la même UROS avec 2 antennes, je pense que sur Nantes, on va exporter la prestation jeune sur Nantes. Oui, je vois une question sur une personne qui travaille dans une mission locale et qui dit que c'est compliqué d'accompagner les 16-25 ans. Et enfin, je confirme, hein, c'est vraiment un problème important. Et je trouve que voilà, d'avoir étendu votre prestation jeune, c'est hyper intéressant. Et nous, dans notre expérience à Saint-Maurice, c'est vrai que cette tranche d'âge, c'est assez compliqué. Et ils ne sont pas souvent d'accord pour aller à l'UROS rapidement. Enfin, je veux dire, en tout cas, quand nous, on a l'impression que ça va finir par être une orientation vers un UROS, ben, il se passe au moins 2 ans avant que, parfois 4, parfois ils y vont jamais, avant que le jeune accepte d'aller à l'UROS. Parce que ben, c'est surtout, je dirais, c'est peut-être même encore plus marqué quand tout le cursus scolaire s'est fait en dehors du champ du handicap. C'est-à-dire quand on a été scolarisé en milieu ordinaire tout le temps et que tout d'un coup, on va se retrouver avec des adultes cérébrolésés dans une structure travaillant la réorientation ou une insertion professionnelle, ça peut être très mal vécu. Donc, ouais, nous, on trouve ça compliqué. Maintenant, voilà, j'ai pas la solution. Il faut développer ces initiatives et ça finit par venir. Mais c'est difficile, ça prend beaucoup de temps dans notre expérience à nous. Eh ben, merci à tous. C'était très intéressant, très vivant, très riche. C'est un peu dommage, ben, c'est comme on dit souvent que ça soit en visio. Bon, ben, c'est comme ça. Des jours meilleurs reviendront certainement et on les appréciera d'autant plus. Ben, écoutez, à bientôt et puis merci à tout le monde.